Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. En fait, pour marquer sa colère contre les auteurs du coup d'État, au mois de juin, la France avait annoncé la fin des opérations conjointes avec les forces nationales du Mali, puis son désengagement partiel du Sahel. Alors, un mois plus tard, la France a annoncé qu'elle reprenait sa coopération avec le Mali. Un retour à la raison, selon certains analystes. Mais comment comprendre les contradictions de la France sur sa reprise de l'opération Barkhane au Mali? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Sahel, reprise des opérations conjointes Fama-Barkhane, que cachent les contradictions de Paris? C'est notre grande interrogation de ce mercredi 7 juillet de l'an de grâce 2021. Le ministère des Armées du côté de la France a annoncé donc vendredi dernier que les forces militaires françaises, ont repris les opérations conjointes avec les troupes maliennes. Pourtant, le président Emmanuel Macron avait suspendu les opérations au Mali depuis le 3 juin dernier. Cela fait donc un mois jour pour jour que cette promesse avait été tenue. Malheureusement, comme à l'habitude de la France, aucune promesse n'est tenue. La France a donc fait marche arrière au Mali. Les militaires français vont reprendre leurs opérations conjointes avec les forces armées maliennes après avoir suspendu leur coopération bilatérale à la suite du limogeage de leur sous-préfet, donc a annoncé vendredi 2 juillet au soir le ministère des Armées. Voilà donc l'exemple d'un pays qui n'a jamais su tenir sa parole. Le seul pays au monde qui dit une chose et son contraire. Les Africains se demandaient bien si la France pouvait quitter le Mali. Elle ne peut pas et elle ne pourra jamais tant que l'or du Mali fait briller ses yeux. La raison évoquée, nous dit-on, vient à l'issue des consultations avec les autorités maliennes de transition et les pays de la région. La France a pris acte, selon justement les indiscrétions, des engagements des autorités maliennes de transition endossés par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et a décidé, c'est ce qu'on nous fait savoir, la reprise des opérations militaires conjointes ainsi que des missions nationales de conseil qui étaient suspendues depuis le 3 juin dernier, annonce d'ailleurs Paris dans un communiqué. La France reste pleinement engagée avec ses alliés européens et américains aux côtés des pays sahéliens et des missions internationales pour combattre les groupes djihadistes qui sévissent au Sahel, a conclu le ministère des Armées. Quels sont ces terroristes qu'on n'arrive pas à tuer depuis des années? Quels sont ces terroristes qui dérangent tellement la France que la France ne veut pas quitter le Mali? Quels sont ces terroristes qui, jusqu'à preuve de contraire, ont mis à mal les armées françaises quand on sait pertinemment que sur le sol malien, mesdames, messieurs, il y a plus de 30 000 soldats étrangers, plus de 5 100 soldats français, et ça depuis 2011. Depuis 2011 donc, ils n'ont pas pu tuer un seul djihadiste, ils n'ont pas pu tuer un seul terroriste. Pourtant, depuis qu'ils sont là, mesdames, messieurs, le terrorisme, le djihadisme, nous dit-on, a grandi, a pris d'ailleurs tout le pays, on parle bien sûr du Mali. Et aujourd'hui, le pays est gangréné par des attaques à répétition. Que cache donc finalement cette décision de la France de rester et de demeurer au Mali, alors que les jeunes Maliens, depuis des semaines aujourd'hui, sont dans les rues pour demander le départ de cette force Barkhane? Pourquoi la France persiste, insiste et signe avec la dernière énergie? Nous nous interrogeons ce matin. Que fait encore la France du côté du Mali alors que, il faut le dire, les populations, nous dit-on, qui ont le droit, surtout, lui ont demandé de partir. Président Bandakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Goff. Bonjour à toute la communauté qui est attachée à notre débat matinal. Bonjour à mon copanéliste de bonheur. Comment tu vas? Ça va, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ben, malgré la suspension? Oui, tout va pour le mieux. J'ai appris que vous avez été suspendu. Oui. Pour un mois? Pour un mois. Et on vous accuse de faire quoi? D'avoir relayé des informations, alors relayé... Non, il est accusé, je reprends les termes utilisés les termes utilisés par le communiqué lu à la radio nationale pour diffusion des propos offensant pouvant nuire, n'est-ce pas,
à l'honorabilité, pouvant porter atteinte à l'honorabilité du chef d'État français et de la France. Alors, ça recommence. Oui. Alors, nous avons eu à affronter ça avec un média de la place, qui a pignon. C'était les mêmes arguments. C'est-à-dire que chaque fois, on est quand même surpris de constater que ce sont des institutions camerounaises qui défendent la France. Et avec des arguments d'une légèreté à faire pleurer. D'une légèreté à faire pleurer, d'une inconsistance à faire pleurer. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Vous faites bien de continuer votre travail comme s'il n'y avait rien. C'est un non-événement. Je n'ai pas encore été notifié, je vous rappelle d'ailleurs. On attend. Souvent, ils font comme ça, ils ne notifient même pas. Et ils considèrent que le fait qu'ils aient rendu public signifie notification. Tout à fait. Ils font ça. Hein. Comme ça ils pensent comme ça. Donc, c'est un non-événement. Et ça traduit deux ou trois choses sur lesquelles je vais insister. D'abord, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous touchons où ça fait mal. C'est une très bonne chose. Lorsque les supplétifs, c'est ce qu'on appelle un supplétif. Ouais. Voilà. Les supplétifs de bas niveau sont obligés de sortir du maquis pour défendre leur patron. Ça veut dire qu'on fait du bon travail, du très bon travail. Et s'ils pensent que ça va nous imposer, ça fait rire. Alors on a dit pour propos offensants. Propos offensants. Oui. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Pouvant porter atteinte à l'honorabilité, oui. Propos offensants du chef d'État français, de l'État français et de la France. Donc, eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs. Donc, ils disent propos offensants pouvant. Oui. C'est ça, non? Porter atteinte. On parle français. On parle français. Bon, à partir de maintenant, alors, nous, on sera plus offensants. Allez, nous, on sera maintenant... Moi, je serai plus offensant. Je serai plus offensant, parce qu'apparemment, ils ne sont pas sûrs. Ils disent que pouvant. Bon, maintenant, on va être plus offensant pour porter atteinte à l'honorabilité du président français et de la France. Oui. Mais voilà le niveau des institutions camerounaises. Le CNC. Voilà. Un truc comme ça. Voilà le niveau des institutions camerounaises. Quand on écoute ça à l'étranger, mais ça fait pleurer, mon cher gosse. Ça fait pleurer. Alors, il faut que M. Macron, moi, je me réserve, moi, Bandakani, nous réservons le droit de poursuivre M. Macron en justice, car il se serait le président de la République française. M. Gosse. M. Macron n'a-t-il pas dit officiellement dans un journal de la place qui a pignon sur rue, un journal panafricain, pour ne pas citer. M. Macron a dit que nous sommes stipendiés par la Russie. Vous vous souvenez? Que nous sommes stipendiés par la Russie pour développer, nourrir un sentiment Anti-français. Bon, c'est ce que tu avais dit, stipendié, non? Oui. Alors, est-ce que ce M. Macron a les preuves de ce qu'il a dit? Ça, c'est quoi? Mais là, ce n'est pas pouvant porter atteinte à notre honneur. Mais il a porté atteinte, puisqu'il a préféré des mensonges grossiers. Vous comprenez? Alors, ce que nous on dit ici est certainement plus grave que le fait d'assassiner les présidents africains. C'est-à-dire, la France et les présidents français assassinent les présidents africains. Le dernier en date, le président Déby. Alors, moi, je le dis depuis, j'attends qu'on me démentir. Je le dis depuis, j'attends qu'on me démentir. Combien de présidents africains ont été assassinés? Combien de rébellions la France a-t-elle organisées en Afrique et qui ont conduit à des millions de morts? Combien de pays la France a-t-elle détruite, mon cher gosse? Il faut citer ça. Mais ça, c'est quoi? Quand la France fait ça, ça ne porte pas atteinte à l'honorabilité de ces États-là. C'est plus à dire que c'est moi, à dire entre porter atteinte à l'honorabilité de la France, pour bien faire offense à M. Macron et au président français, si c'est d'ailleurs le cas. Et maintenant, les crimes établis dont la France est coupable sur le continent africain. Il y a match. Il y a match. Donc, vous comprenez une fois de plus qu'on est là, c'est une réaction d'endocolon. C'est une institution endocoloniale qui se sent obligée de voler au secours de leur maître, n'est-ce pas, pour certainement des billets de banque. Parce que ça fonctionne. Des billets de banque. C'est celui qui est parti, c'était son travail. L'autre est venu, un journaliste, nous on croyait qu'il avait tiré les leçons. Il nous déclare la guerre. Eh bien, on va se faire la guerre.
Je dois être clair. On va se faire la guerre. Si le CNC nous déclare la guerre, nous on va le faire la guerre. Il n'est pas question, un seul temps, M. Ngos, que nous négocions notre ligne éditoriale et son contenu parce que des supplétifs de bas niveau s'agitent, veulent plaire à leur maître, alors qu'un continent est menacé, le sort d'un continent est en train de se jouer. Moi, je n'ai pas revenir sur ce que France 24 fait, RFI, à longueur de journée concernant les présidents africains. Il paraît que ça plaît aux présidents africains. Il paraît que ça leur plaît. Il paraît que ça plaît aux institutions africaines. Le traitement qu'on les inflige là-bas. Vous comprenez? Il paraît que ça leur plaît. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais on ne peut pas accepter, n'est-ce pas, cette entrée en scène. Comme par hasard, elle entre en scène, ce conseil, il entre en scène en nous attaquant. C'est symbolique. C'est de l'indignation sélective. Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, il entre en scène en nous attaquant pour donner des gages, mon cher gosse. Donc, à tout point de vue, le CNC n'est pas dans son rôle sur ce cas précis. Il ne s'agit pas de déontologie. Il ne s'agit pas de régulation. Il ne s'agit non plus de consultation. C'est-à-dire de toutes les attributions, n'est-ce pas, du CNC, aucun enjeu là. Aucun enjeu. On est simplement dans une démarche qu'on connaît du CNC, une démarche de supplétif. Quand ils ne sont pas corrompus, ils se sentent obligés de faire plaisir à leur maître. Alors, les choses doivent être claires, mon cher gosse. Nous ne céderons même pas un pouce. Moi, je serai encore maintenant plus offensant. Parce qu'on n'a jamais été offensant envers un président français. Alors, pouvant, mais qu'on le dise en quoi on a été offensant. En quoi? Et en disant que M. Macron est voyou. C'est ça être offensant? Et criminel. Il est question. Nous avons pris les éléments de langage des gilets jaunes. Hein. Non, vous parlez de quoi? On dit qu'il est voyou et criminel. J'ai dit, s'il n'y a pas de gilets jaunes. Lorsqu'on dit qu'il est malade mental, on reprend notre compte les éléments de langage du président turc. Mais quand un président... Lorsqu'on dit qu'il est président jupitérien, on reprend ses propres éléments de langage. Mais en plus. Mais, il paraît que quand c'est Erdogan qui le dit, ce n'est pas une offense. Mais il paraît que quand nous on reprend Erdogan, ça devient une offense. Mais en quoi c'est une offense? Quand quelqu'un vous dit lui-même qu'il est jupitérien, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit qu'il est jupitérien, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le CNC peut expliquer ça? Ce que ça veut dire? Maintenant, il y a plus grave. Quand quelqu'un lui-même vient ici dans le continent africain et dit que le problème de l'Afrique, c'est que les femmes accouchent énormément. Elles font 8 enfants. Hein? Elles font 8 enfants. Et quand tu vas dans d'autres pays où il y a la même situation, en Inde et partout, ils disent qu'ils changent de langage. Ça veut dire quoi? Quand un président s'élève, fait des plans pour assassiner les présidents africains, ouvertement, il y a un document diplomatique qui a circulé au début du Covid-19, où les projets de la diplomatique de la France étaient clairs. C'était clair. Renverser les régimes, n'est-ce pas, et les remplacer par des nouvelles figures politiques, sociales et économiques. C'est écrit noir sur blanc. Alors, il se peut que ça ne dérange pas les présidents. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Alors, toutes les actions que la France pose dans l'Afrique, ça veut dire quoi? On va nous demander, nous, de célébrer notre bourreau? On va nous demander de lécher les pieds de notre bourreau, de cirer ses bottes? Alors, le petit journaleux qui est au CNC, qui se le tient pour dire? Je dis petit journaleux là, qui se le tient pour dire? Il n'est pas né. Il n'est pas né, il n'est pas encore né. Qui l'a été renseigné? Il n'est pas né. Et comme il déclare la guerre, on lui fera la guerre. Ça doit être clair. Ce petit journaliste-là, qui a la faveur d'un décret, se croit autorisé à juger un combat multimillénaire. Il n'était même pas encore né. Il ne sait même pas un jour s'il va naître. Les Africains se battent depuis des millénaires. Ça s'appelle panafricanisme. Il ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas à son niveau. Et comme il a osé attaquer le panafricanisme, il aura la riposte du panafricanisme. Je dis, ce petit journaliste, je ne peux pas l'appeler président du CNC. Il n'est pas digne de ce nom-là. Il aura cette riposte. Je le dis en manque de vision. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors on nous demande, nous, de laisser qu'un continent, notre continent soit écrasé, soit détruit. Parce qu'il y a des voyous qui passent leur temps à prendre de l'argent, à se compromettre. Parce qu'ils cherchent les visas en France. Nous faire plaisir à la France. Mais c'est n'importe quoi. Donc, nous, c'est un non-événement. Moi, Balakani, je deviendrai plus offensant, plus grossier envers M. Macron, plus grossier envers M. Macron, n'est-ce pas? Je serai plus virulent, n'est-ce pas, envers ce président, parce que c'est lui qui s'agit, et tous ces présidents qui vont aller voir le CNC par derrière, pour les soudoyer, je pense à
à la mort en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, pour les citoyens, pour qu'ils viennent nous intimider, je serai encore plus violent, sauf si vous décidez ici à DBS de ne plus m'inviter. Alors ça, c'est votre responsabilité. Donc, c'est un non-événement, M. Ngos. Pour nous, ça ne signifie rien du tout. Et on continue notre travail. Merci, messieurs, pour ce coup de gueule ce matin. Président Balakane, bienvenue à vous. André Kistel Fanga, bonjour, bienvenue à vous également. Bonjour, Jocelyn Ngos. Bonjour, Albert Anatola ici. Bonjour au président Bandakani. Je suis arrivé un peu en retard à cause de la pluie. C'est pas grave. Je suis arrivé aussi, j'ai trouvé un coup de gueule assez important. Moi, je vais embrayer sur un autre chemin. Monsieur Ngale Bibé nous a mis en marche le train de la mort. Je dis bien, Monsieur Ngale Bibé nous a mis en marche le train de la mort. Suivez mon regard. Avec son complice Vincent Bolloré. Et vous voyez que la France est encore au cœur de ce complot contre les Camerounais. Parce que si vous n'avez pas fini d'indemniser les populations, la stèle même commémorative qui devait servir pour que les gens puissent aller se recueillir n'est pas terminée. On allait prendre, en fait, c'est les vieux voitures, les vieilles voitures de train. Ouais. On a remis la peinture, on a remis un peu de peinture et on a remis en route, on a dit qu'on est dans la modernité maintenant. Voilà ce que on peut nous servir, Vincent Bolloré et ses amis, ses complices endocolons que nous avons dans notre pays. Parce que et en plus de ça, ils ont augmenté le prix. Donc ce n'est plus le même prix il y a de cela quelques années. Quelques années, oui. Maintenant, le prix a une autre dimension pour dire que voilà quelqu'un, quand nous allons dire que M. Bolloré est un voleur voyou et tout le reste, le CNC va se lever pour dire des choses. Mais écoutez, même la France elle-même a dit que M. Vincent Bolloré est un voleur, un esclavagiste. On peut le qualifier de tous les noms chez eux en France. La justice française. Mais quand on le dit au Cameroun, ça devient un problème parce qu'il va payer quelques billets. Il va donner un peu de sous à quelques beignets, hein, à quelques responsables là. Et on va s'acharner sur vous. Non, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Ce matin, il faut qu'on remette les gens à leur place. Nous n'avons plus besoin de ces voyous. Nous n'avons plus besoin de ces gens. Quelqu'un qui n'a même jamais gagné un contrat de concession. Parce que la vérité, c'est que même la concession de Camara et M. Vincent Bolloré n'était pas le gagnant de cette concession. M. Vincent Bolloré n'était pas gagnant de la concession du port de DIT. En fait, il n'a jamais rien gagné de sa vie. Tout ce qu'il a obtenu, c'est par vol, braquage, par tous les moyens possibles avec la diplomatie française. La preuve en est, même au port de Kribi, il n'avait jamais gagné le port de Kribi. Il a fallu que Hollande descende au Cameroun pour venir négocier ce port de Kribi-là, où on l'a associé quand même avec quelques Chinois pour qu'ils puissent avoir le port de Kribi. Donc, vous voyez que on a affaire à un État voyou. Ses fils sont des voyous, sont des braqueurs professionnels. Et on vient nous dire, non, taisez-vous, il ne faut plus parler de la France comme ça. Il ne faut plus dire du n'importe quoi au président français. Alors que chez eux-mêmes, ils confirment que ce que nous disons est vrai. Parce que quand même, si la justice française a condamné M. Bolloré, si la justice ou bien les citoyens français considèrent, vous savez que M. Macron est arrivé dans une école, c'est un petit garçon de 6 ans, qui a écrit au tableau, Macron est un con. Je dis un garçon de 6 ans, ce n'est pas nous qui avons dit. C'est un garçon, ça se voit, il y a les images, il y a les vidéos. C'est écrit lui-même, Macron est un con. Alors, vous venez nous dire, nous, les Africains, qui n'avons rien à voir avec M. Macron, qui voulons nous débarrasser de cette gangrène qu'on appelle la France. Vous venez nous dire que non, on est tellement grossier, on injure le président, alors que chez lui-même en France, on lui dit qu'il n'y a que Brigitte seule, ta vieille Brigitte qui est capable de te supporter. C'est les Français eux-mêmes qui disaient que nous, on ne te supporte plus. Mais ce n'est que ta vieille Brigitte qui peut te supporter. Donc, il faut que les Africains arrêtent. L'heure de la révolution, ce n'est pas les Blancs. Et ceux qui se mettront sur notre chemin pour notre liberté vont nous croiser. Ça, c'est qu'il faut le dire clairement. Parce que à la guerre comme à la guerre, quand on insulte, M. Macron n'a pas monté les gens pour insulter Paul Biya en France. Mais il ne fait que ça. Pour l'agresser, est-ce que vous vous rappelez de l'échange entre Calibro, Calibré et M. Macron? Vous ne voyez pas que c'est un grossier montage?
Oh, il y a génocide dans mon pays. Oh, il y a ceci. Oh, il y a ceci. Oui, je suis au courant. Macron court comme un enfant. Comme il a couru pour aller recevoir la gifle. Oh non, je suis au courant. Je vais donner des instructions. Donc, il parle de donner des instructions à un chef d'État comme s'il va donner des instructions à son garçon de course. Et les gens comme le président du CNC viennent nous dire que non, on est grossier avec le président. Ceux qui vont attaquer nos chefs d'État. C'est Kalaboussou, c'est ça? Joe Chebon Kalaboussou. Calaboubsé. Ceux qui vont attaquer nos chefs d'État, ceux qui vont attaquer nos présidents, ceux qui vont mal se comporter avec nos compatriotes. La preuve en est, ils ont donné le permis de marcher à une horde de voyous en France, qui n'a rien à voir avec la politique camerounaise, de l'actualité politique au Cameroun. Mais ils leur ont donné, ils les ont encadrés, ils les ont donné le permis d'aller, je ne sais pas réclamer quoi. On a cassé nos ambassades à Paris. C'est le même Calibri qui a été reçu chez Macron. Donc, au jour d'aujourd'hui, on devait rompre les rapports diplomatiques avec la France. Parce qu'on ne peut pas casser nos ambassades en France et sans que la France n'ait maudit, sans que la France n'ait protégé l'ambassade. Ça veut dire que la France a attaqué le Cameroun avec ses hordes de bandits appelés la basse. Ça va continuer, ce combat-là. Nous n'allons pas arrêter jusqu'à ce que cette merde tombe. Merci messieurs pour ce coup de gueule. Je vous sens assez nerveux ce matin et c'est normal. D'ailleurs, on nous a considérés comme étant très nerveux, président Madakani. Ben, écoutez, à la suite de Fanga, avant que Albert Nathalie ici, propriétaire du dossier, qui est en plus journaliste, oui. Donc il est même celui qui doit même diriger notre démarche par rapport à ça. Il faut qu'on fasse la part des choses. Hein. Le CNC, c'est un grain dans la mer qu'on appelle Cameroun. C'est un grain. Et en tant qu'institution, et son président actuellement, c'est John Chebonke, c'est ça? Joseph Chebonke Kalaboubsé, c'est ça? Oui. Je le connaissais comme journaliste à la CRTV. Bon, maintenant, on l'a nommé et il paraît que c'est les consignes qu'il a reçues, n'est-ce pas? En dehors du fait que c'est leur tradition. Ce que je dis là, j'étais vérifié, hein, avec l'ancien Peter Soka, nous l'avons pris en flagrant délit de corruption. Donc c'est vérifié ce que nous disons là. Donc, il y a dans l'État camerounais des bagarres entre des patriotes et les réactionnaires qui sont protégés par Paris, oui, et qui comptent sur Paris pour remplacer le chef de l'État actuel. Au moment où Dieu le voulant, il ne sera plus là. Oui. Donc, le travail que nous faisons dérange énormément ces réactionnaires. On vous appelle endocolons. Ça les dérange terriblement. Et ils passent tout leur temps à comploter, à voir comment est-ce qu'ils vont descendre les panafricanistes. Comment ils vont nous anéantir. Donc, le coup qui vient là, c'est leur réseau, ce sont eux. Et M. Kalaboub, ce n'est que la face visible. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache qui sont en face de nous. Donc, c'est ce réseau-là. Et par là, on veut nous amener, n'est-ce pas, à généraliser le CNC à tout l'État camerounais, à tout l'État camerounais. Non. On ne tombera pas dans nous cette connaissons ça très bien. On va même passer par là pour démontrer que l'État du Cameroun, la liberté de la presse est menacée au Cameroun. Ce qui est faux. C'est pas vrai. Je parle sur le compte d'un journaliste. C'est pas vrai. Vous voyez ce qu'on veut créer. C'est-à-dire qu'on veut créer un boulevard d'amalgame, oui, pour justement tuer ce que nous faisons. On ne fait pas la part des choses. C'est clair. Monsieur Joseph, vous l'appelez Joseph Chebonke Kalaboubsé. Oui. Et tous ceux qui sont derrière lui, nous vous connaissons. Ça va commencer aujourd'hui. Depuis 10 ans, nous avons eu à croiser le fer avec eux. Dans tous les médias où nous sommes. Le panafricanisme a eu à croiser le fer avec eux au Cameroun. Nous sommes sortis vainqueurs. Ça va commencer aujourd'hui. Peter Soka, à lui demander ce qu'il a subi, il a essayé, il a vu. À lui demander. Moi, je l'appelle le piètre Peter Soka, le piètre. Il s'appelle Peter. J'ajoute, c'est le piètre Peter Soka. Allez leur demander ce qui s'est passé. Donc, ces réseaux-là doivent savoir que nous sommes suffisamment conscients de nos capacités. Nous sommes suffisamment conscients de nos racines et de nos bases pour être impressionnés par cette, comment on appelle ça, tempête dans un verre d'eau. Le train de panafricanisme, je le répète, ils n'ont qu'à voir d'où nous sommes partis et où nous sommes arrivés. Exactement. Les forces que nous avons terrassées. Ce n'est pas un journaleux, parce qu'il me dit ça. Avant, je respectais ce monsieur, j'avais beaucoup de l'estime.
Monsieur Joseph Kalabou, c'est là, avant là. Il le parlait à la CRTV. Ouais. J'avais beaucoup de l'estime. Mais maintenant, je viens de voir son vrai visage. Et je le désigne comme ce qu'il me dit. Un journaleux. Ce journaleux de pacotille. Et ceux qui l'ont envoyé, vraiment, qu'il serre bien sa ceinture. Parce que l'affaire qui déclenche là, ça va l'emporter lui. Ça va l'emporter mon cher gosse. Parce qu'il ne faut pas quand même s'amuser. Dernièrement, regardez ce qui s'est passé à Paris. Vous croyez qu'il est normal? C'est le hasard si Paris est la capitale officielle de tous ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun. Et qui directement s'en prennent directement, tout à l'heure, l'a dit au président du Cameroun. Mais il paraît que c'est une bonne chose alors. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, puisque quand ça se passe. Mais au su et au vu de tout le monde, personne ne dit jamais rien. Mais qui dérange, ça dérange qui? C'est une très bonne chose. C'est une bonne chose, c'est qu'on fait à Paris contre le président et contre le Cameroun. C'est une très bonne chose. Il fallait suivre. Demain, il y a quelques jours, il y a eu des manifestations là-bas. Vous avez vu ce qu'on disait du Cameroun, oui. Son président. C'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Il y a eu quel média français? Il y a eu quelle institution française? Accompagné des drapeaux de l'Ambazonie. Claire. Ça veut dire qu'il y avait les militants de la division de la sécession, des criminels qui tuent des Camerounais dans cette marche. Qui tuent les militaires. Qui tuent les militaires camerounais. Et les civils. Et les civils. Et les civils. Et les viols. Mon cher gosse. Et depuis, on connaît la coalition, c'est-à-dire que la fusion entre l'Ambazonie et ces gens-là. Mais il n'y a pas d'institution en France qui s'élève pour dire que ça, c'est pas bon. Pour dire que ça, vous portez atteinte à l'honneur, vous offensez un chef d'État, vous portez atteinte à son honneur. Mais Président Banakani, si on a le droit de blasphémer, on a forcément le droit de... Vous venez de prendre le là. Moi, je suis en train d'arriver au droit de blasphème. Qu'a célébré M. Macron, monsieur, les journalistes français, il s'appelle Charlie Hebdo, qui sont spécialisés dans la satire outrancière qualifiée de blasphème et qui estiment que blasphémer est un devoir journalistique. Ça gênait moins. Mais le président français s'est levé pour dire que ce que vous dites là est vrai et que blasphémer est un devoir journalistique. Et que ça fait partie des valeurs de la France. C'est de la France. Écoutez-moi bien. C'est M. Macron qui le dit. On le sait, on en a parlé ici. Charlie Hebdo ne sont pas les journalistes. Ce sont les journalistes. Et Joseph Chebonke Kalaboubse. King. Chebonken. Ouais, vous mettez. Je vais l'appeler à prononcer ce nom. Ah bon, vous mettez ENG. Mais comme c'est un nom africain, je respecte ça. Joseph Chebonken. Oui. Bon, très bien. Kalaboubse. Oui. C'est un journaliste, non? Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Mais il dit que nous sommes offensants. Est-ce qu'il comprend ce que la personne qu'il veut protéger a dit en France? Mais ce n'est pas la folie. Il veut protéger quelqu'un qui demande aux journalistes de sacraliser le blasphème. C'est Macron qui le dit, qu'il faut se sacraliser. Ils ont le droit de blasphémer. Et qui blasphème? Mais les autorités religieuses de haut niveau. De haut niveau. Alors, je ne suis pas musulman. Mais est-ce que Mohamed, ce n'est pas n'importe qui? Pas du tout. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Mais les gens sont spécialisés à le caricaturer, à le blasphémer à des niveaux terribles. Monsieur Macron a dit, mais c'est une bonne chose. Ça, ce sont des valeurs françaises. De la France. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qu'on nomme? Dès qu'il y a un décret qui nomme quelqu'un à la tête d'une institution au Cameroun, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il est bien fou. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il y a un problème. Il est plus royaliste que le roi. La personne qui défend là dit même qu'il faut blasphémer. Ce sont les valeurs françaises. Mais le négrillon de service, pétus supplétif de bas niveau, s'élève pour dire que non, toi le roi, tu as tort, tu es un fou, tu n'as rien compris, je vais te défendre malgré toi. Je vais te défendre malgré toi. Mais il y a un problème. Alors, je vais être clair, nous ne pouvons pas reculer. D'abord, face à qui? Face à qui? Face à qui? En tout cas, il a commencé. Manoron. Messieurs, bienvenue à toutes et à tous, hein, mesdames, messieurs, vous également. Nous allons maintenant étudier. Non, à partir de maintenant, nous allons libérer, n'est-ce pas, nos agents. Derrière lui, personnellement. Comme il a commencé là, il faut que quand il marche quelque part, qu'il s'assure. Nous allons le traquer. C'est-à-dire, nous allons demander à tous nos réseaux, de traquer monsieur Kalaboubse et ses agents. Le traquer au jour le jour.
il ne nous jappera pas. On a attrapé Peter Essoka en train de manger avec l'ambassadeur dans un restaurant à Yaoundé. Je n'ai pas dit cette chose aussi par décence. Mais non, il faut qu'on le dise pour que les Camerounais comprennent qu'on les suit à la trace. Il a le droit d'avoir des amis aussi. Non. Je l'ai dit aussi qu'on a pris en faisant de corruption. Mais de corruption. Mais il y a pire. Bien sûr. Il y a pire. Dans la vie de ce monsieur, il y a pire. Bien sûr. Mais comme nous ne sommes pas des irresponsables, on n'a jamais mis ça dehors. On n'a jamais mis ça dehors. Donc, que Kalaboub, c'est le tien pour dire, à la guerre comme à la guerre. Messieurs, nous sommes assez grands. Et vous savez, parfois, regarder dans les poubelles, ce n'est pas souvent de notre fort. Le sujet qui nous intéresse ce matin, mesdames, messieurs, reprise des opérations conjointes Fama-Barkhane. Que cachent les contradictions de Paris? Président Badakani, je commence avec vous. Il faut préciser par ailleurs que le 2 juin dernier, eh bien, en grande pompe, Emmanuel Macron déclarait au IFOR que l'opération Barkhane quittait le Mali. Ce qui est chose curieuse, c'est que depuis quelques jours également, depuis le 3 juillet dernier, jour pour jour dans un mois, eh bien, il nous fait savoir que les opérations entre les FAMA, les forces armées maliennes, et Barkhane vont continuer dans le Sahel. Ouais. Ce qu'on vit là, c'est quoi? C'est pas Barkhane. Barkhane, c'est ça. Barkhane est sur ce plateau. Ouais. Hein? Puisque, en nous interdisant de parler du patron de Barkhane, c'est pourquoi on ne parle plus de Barkhane. De Barkhane. Alors, mais on ne va jamais s'arrêter de parler. Non, mais ceux qui parlent là, ils sont d'abord. Ils sont voilà. On ne va jamais s'arrêter de parler. C'est une affaire. Oui, qu'ils aillent se renseigner. Nous, quelqu'un m'a dit un jour, président, tu marches avec ton cercueil. Bon, c'est la personne qui a dit. Mais c'est pour dire qu'on a transcendé certaines choses et que ce n'est pas des gesticulations comme ceci, comme celles-ci qui peuvent nous impressionner. Pour dire quoi? Pour être plus sérieux, il faut que c'est encore prendre le bic pour noter. Parce que là encore, nous serons encore offensants. C'est le délit jupitérien. C'est une crise, chez nous on appelle ça de folie, la folie. C'est-à-dire que c'est un délit. Monsieur Macron nous avait expliqué que la CEDEAO, oui, d'après lui, en adoubant, il avait appelé ça en adoubant les autorités de la transition au Mali, après ce qu'il a appelé lui un coup d'État dans un coup d'État, une expression assez bizarre, il faut lui demander ce que ça signifie, mais c'est ce qu'il avait dit à son temps. Macron a estimé que donc, comme la CEDEAO a fait ça, lui, la France, ne peut pas tolérer, n'est-ce pas, il ne peut pas fréquenter des régimes dictatoriaux, n'est-ce pas, qui fricotent avec les islamistes. Donc il avait désavoué la CEDEAO. Il a désavoué la CEDEAO. Mais aujourd'hui, pour justifier son retour, la reprise, ce qu'il appelle la coopération, oui, il met en avant la CEDEAO. Il dit que conformément à ce que la CEDEAO a dit, maintenant il décide de reprendre sa coopération avec le Mali. Il y a un problème. Entrée pour l'État, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un niveau d'incohérence, à nul autre pareil, jamais vu dans la démarche du jupitérien. Il y a un niveau de désordre, n'est-ce pas, qui est manifeste là, dans ce qu'on appelle la diplomatie française, sur le cas d'espèce. Il y a un manque de coordination, il y a un manque de centralité, non seulement dans l'analyse de la situation malienne, mais même dans la prospective. Donc, c'est une situation qui indique clairement que la France est en pleine panique, en pleine déroute, et ne sait pas quoi faire. C'est important. Et ça, c'est le résultat du travail qui sont faits, que nous faisons ici. Oui. Parce que dites-moi pourquoi, subitement, M. Macron revient sur ce qu'il a dit. Alors, au départ, il a fait sans consulter les autorités du Mali. Sans les consulter. Il revient, il dit, je reprends ma coopération avec le Mali. Mais il s'adresse à qui en ce moment-là? C'est un accord avec l'autorité malienne. Auparavant, il ne les a pas consultés. Quand il dit, il parle à qui? Il s'adresse à qui? Puisqu'en partant, il n'a pas demandé l'avis. Il n'a pas demandé leur avis. Et il a rompu de manière unilatérale, oui, la relation. Maintenant, il revient. Il revient comment? C'est-à-dire, a-t-il pris contact avec les autorités maliennes? Il a-t-il adressé la parole? Si ce n'est pas le cas, mais c'est encore plus grave. Vous voyez, on est devant une situation de fait criminelle et coloniale qui transpire la réalité, une fois de plus, de nos rapports avec la France. C'est-à-dire que c'est la fois que je vous colonise en plein jour. Je vous ai colonisé hier. L'histoire était un peu obscurantiste. Il y avait encore des ténèbres. Hier, par la lumière, n'était pas suffisamment avancée dans le monde. Bon. On dit, ça pouvait se faire à l'époque. Mais aujourd'hui, le monde a tellement avancé. Et les chartes internationaux, n'est-ce pas,
les documents moraux et juridiques du monde rendent impossible une recolonisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, vouloir recoloniser un pays, c'est marcher à reculons de l'histoire. C'est être vraiment dans les ténèbres. Mais Paris dit, écoutez, moi je m'en fous, je vous recolonise en plein 21e siècle, je m'installe là. Si quelqu'un veut parler, qu'il parle alors, vous allez faire quoi? Ça pose un problème déjà sur l'état même du monde. C'est ce qu'on appelle les puissances, le droit international, toutes ces choses-là. On voit que les pays africains font face à des démarches, à des voies de fait recoloniales, à des voies de fait d'impérialisme aussi de tout le monde. De manière plus précise, le retour ce retour-là de la France dans la coopération avec le Mali indique clairement qu'il n'est pas exclu que les forces qui tiennent la France aient rappelé à M. Macron que la démarche est suicidaire. Ça n'a pas de sens. Nous quittons le Mali là on quitte pour aller où? On va manger quoi? Qu'est-ce qu'on va faire de toutes les ressources qu'on est en train de voir là-bas? Vous savez qu'actuellement au désert, le pétrole jaillit, à ras le sol. Justement, on a montré dans les images ici. À ras le sol. Oui. Et que ce soit dans toutes les batailles pour l'accès aux matières premières en général, pour l'accès aux matières premières particulières comme le gaz, tout ça et consorts, la France a mauvaise posture. Elle a mauvaise posture. Alors que cette bataille-là s'intensifie. À l'heure actuelle, le niveau d'intensification, par exemple, de la guerre des gaz, par exemple, des gaz, au Proche Moyen-Orient, à l'Extrême-Orient, l'intensité est telle que la France ne peut pas se permettre, elle qui est si dépendante, comme toute l'Europe d'ailleurs, des énergies qui viennent d'ailleurs, vous prenez le gaz, vous prenez le pétrole, totalement dépendante, n'est-ce pas? Comment tu peux décider, prendre une pareille décision, c'est quoi? C'est sur un coup de tête, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Donc, certainement, on lui a tiré les doigts. C'est ça qui explique un tel volte-face. Sinon, il y a quelle autre raison? C'est ça qui explique le volte-face. Il y a un autre élément. Vous savez que le président du comité de transition militaire du Tchad est à Paris. Il est revenu, se retrouvé à Paris. Oh oui. Mais dans quel contexte se retrouve à Paris? Son ministre de la Défense revenait de Russie. Il a été intercepté à Paris. Et après, on dit au président de monter. Ça veut dire quoi? Donc, la présence du ministre de la Défense n'a pas été suffisante. On demande au président de monter alors que celui de la Défense revenait de Russie. De la Russie. Voilà. Vous n'êtes pas en train de voir ce qui se passe, c'est-à-dire que... On lui a donné des injonctions en lui faisant comprendre que tout passe par la France sans passer par la Russie. Je ne sais pas si ce sont les injonctions. Je ne veux pas vite en besoin parce que la France est bluffée. Il y a beaucoup de bluffs là. Hein, attention. C'est-à-dire que c'est un scandale au niveau du Mali en termes d'image. Oui. Mais on redore ça rapidement en faisant un bluff de communication. C'est-à-dire, je convoque le président. Chef d'État. Oui, chaque pour venir. Ouais, que ça permet d'effacer une honte. Une honte. On efface ça en faisant diversion. Alors nous, on comprend ces choses. On ne va pas faire l'erreur de commencer à tirer sur le président. Pas du tout. Sur le président du Tchad. Non, on n'est pas dans ce genre d'enfantillage. Puisque en décidant de rétablir, d'accélérer sa coopération avec la Russie, le président du CMT tchadien montre quelles sont ses orientations. Mais voyez la réaction de Paris. Est-ce qu'en plein 21e siècle, il est normal qu'on traite des États comme ça, qu'un pays se comporte ainsi dans des pays étrangers? Ça signifie quoi tout ça? Mais peu importe, on est habitué. Donc, le fait est clair, mon cher gosse. La France, en ce qui concerne le Sahel, l'opération Barkhane, c'est la déroute totale. Un. Oui. Deuxièmement, l'échec est retentissant, puisque le Parlement français a interpellé le président français, le Premier ministre, sur la situation d'expliquer pourquoi un tel niveau d'échec. Quand vous voyez un Parlement français qui interpelle les dirigeants français en termes d'échec, il faut savoir décoder ça. Hein. Oui. Ce n'est pas que le Parlement français est gentil avec l'Afrique, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas que le Parlement français veut le bien de l'Afrique. C'est qu'au départ, on était d'accord, puisque le Parlement a laissé faire. Mais à condition que tu réussisses. Comme tu n'as pas réussi, mais c'est très grave, tu nous fais honte. Explique-nous comment tu n'as pas réussi, mon cher gosse. C'est cela qu'il s'agit. Donc le panafricanisme monte en puissance sur le continent. Nous sommes de plus en plus écoutés.
les peuples s'emparent de l'idée panafricaniste et ça a des conséquences. Ça rend fou un jupitérien. Ça le rend fou. La diplomatie française perd le nom à tout point de vue. Ce n'est pas seulement vrai au Mali. C'est vrai partout en Afrique. C'est vrai partout. C'est vrai en Centrafrique. C'est vrai au Tchad. C'est vrai partout. Elle perd le nom. M. Macron avait dit sur RFI, son représentant à l'époque, le chef d'état-major de l'armée française, il disait que non, le Mali, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ils vont accélérer la coopération avec le Burkina Faso, avec la Mauritanie. Il avait dit ça clairement. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le Burkina Faso n'existe plus. La Mauritanie a refusé. Pourquoi ce retour? Il reste simplement à être vigilant. Il faut que le chef d'État, le sommet de l'État malien soit vigilant. Parce que ce retour, évidemment, n'est pas un retour, comment on dit ça, pur, innocent. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que Paris veuille, à l'heure actuelle, actionner les éléments de l'armée française, de l'armée malienne, qui sont fidèles à la France. Vous comprenez? Oui. Pour continuer à avoir un pied dans la transition. Je m'explique. L'armée malienne aujourd'hui, quoi qu'on dise, n'est pas une armée, on dit ça, son unité opérationnelle n'est pas garantie. Il faut rappeler que la Assimi Goïta et d'autres sont la faction progressiste de l'armée. Mais il y a d'autres factions de l'armée qui roulent pour la France, qui roulent pour le projet français. Alors, il n'est pas exclu que ces gens-là, les Français estiment que non. Au lieu de laisser le terrain comme ça, libre à M. Assimi Goïta, dont la dynamique, la démarche est claire, autant mieux revenir, renforcer nos éléments qu'il y a dans l'armée, en espérant que, n'est-ce pas, en espérant que l'occasion va s'ouvrir pour que, n'est-ce pas, on rebondisse. N'oubliez pas que la transition, c'est 3 ans. N'oubliez pas que on avait des manifestations au Mali où les gens demandaient, les femmes demandaient que le temps là est très court, qu'il faut prolonger le temps de on parlait de 18 mois et qu'il fallait le prolonger à tout prix. Tout à fait. Vous voyez donc, voilà, 18 mois. Donc, qu'il faut prolonger cette transition. Mais vous voyez que là, comme d'habitude, Paris joue sur le délai, n'est-ce pas? Est-ce que c'est justement à Paris de jouer sur les délais? Non, ils ont déjà demandé l'avis de qui en fait ce qu'ils font là. Ils s'imposent. Donc Paris va anticiper sur ce délai pour rebondir. Je pense que les autorités maliennes le comprennent très bien d'ailleurs, pour rebondir et commencer à faire pression. Je termine, un autre élément, c'est quoi? Il n'est pas exclu aussi que, à défaut de tout perdre, on vient de dire à M. Assimi Goïta que, ben, écoutez, négocions. Bon, on a compris on a compris le message, négocions. Nous avons quand même des choses à mettre sur la table. Vaut mieux une bonne négociation qu'une séparation mal gérée. Oui. Voilà. Donc c'est un rapport de force que s'est imposé à la France, et la France n'a pas d'autre choix que de revenir à la raison. André Guissel-Fang a la raison évoquée aujourd'hui, nous dit-on, à l'issue des consultations avec les autorités maliennes de transition et les pays de la région. La France prend acte des engagements des autorités maliennes de transition endossés, il faut le dire comme ça, par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et a décidé la reprise des opérations militaires conjointes ainsi que des missions nationales de conseil qui étaient suspendues depuis le 3 juin dernier. Voilà la raison évoquée. Apparemment, il déclare, c'est la France qui le dit, qu'il y a eu des consultations avec les autorités maliennes qui ont pris acte, ça c'est le terme utilisé, des engagements des autorités maliennes. Françaises. Oui. Je crois qu'il faut qu'on arrête le dilatoire. Oui. Et les deals que M. Macron essaye d'organiser avec quelques individus. Parce que nous savons que Macron est un champion de la duplicité, du double langage. Il change à chaque instant. Et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, cette situation au Mali soit claire. Nous ne voulons plus de la France au Mali. C'est-à-dire, nous ne voulons plus de Barkhane. Et eux-mêmes, ils ont pris acte en disant que Barkhane se retire. C'est-à-dire, M. Macron a dit que Barkhane se retire. Donc moi, je préfère rester dans cette position-là, parce que je ne veux pas commenter le reste là où on dit qu'on a repris les discussions parce que la CEDEAO, Barkhane doit partir. Il n'y a rien à faire. Il n'y a plus de négociations à faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que nous avons montré à la face du monde, la face hideuse de la France, de cette opération malsaine qu'on appelle Barkhane,
qui est une opération de pillage, une opération de vol, une opération de viol, une opération malsaine, qui ne contribue pas à l'avancée du Mali, à la lutte contre le djihadisme. Donc ça ne sert à rien de rafistoler. C'est la même chose que M. Barkhane a déclaré en Centrafrique, hein, qu'il retire le financement. Vous voyez les déclarations d'un chef d'État. Hein. Pour un État, vous parlez de coopération. Donc, s'il a fait ailleurs, ce n'est pas la même chose qu'il va faire. Donc aujourd'hui, nous pensons que Assimi Goïta est assez intelligent, est assez conséquent. Donc il sait de quoi on parle. Donc il sait la décision qu'il faut prendre. Est-ce qu'il faut encore accepter ce petit chantage-là? Parce que la vérité, c'est que ils veulent revenir pour essayer de reprendre les positions qu'ils avaient. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas pu transporter tout l'or qu'ils avaient récolté. Oui, c'est ce qu'on ne dit pas. Ils ont beaucoup d'or qu'ils ont amassé et il fallait transporter. Donc quand ils reviennent, quand Macron se surprend, on lui dit que, ben, chef, on n'a pas encore porté tout ce qu'on a creusé là-bas. On part comment? On part comment? On va où? Faites tout pour essayer de voir comment on peut transporter le butin, tout le butin. C'est comme ça qu'ils trouvent une astuce pour essayer de dire que non, c'est la CEDEAO qui a dit, ce n'est pas moi. Donc, comme la CEDEAO, comme c'est une grande institution, vous voyez comment il essaye de valoriser la décision de la CEDEAO, de dire que non, la CEDEAO a pris une décision assez importante. Donc, nous aussi, on s'aligne à cette décision-là, alors qu'en réalité, c'est pour aller transporter tout le butin qu'ils ont réussi à creuser là-bas et pour le transporter. Donc, aujourd'hui, nous pensons qu'il faut mettre hors d'état de nuire la France. Il faut mettre Barkhane hors du Sahel. Parce que si Barkhane n'est pas hors du Sahel, nous serons toujours dans les problèmes. Nous aurons toujours le djihadisme. En réalité, les vrais djihadistes ne sont pas les islamistes que nous présentons. Ce sont nos frères. Et vraiment, même les islamistes, certains qui sont encore en accord avec la France, là, qui travaillent pour la France, là. Regardez comment on blasphème votre leader en France. Vous voyez comment on dessine Mohamed en France, ce qu'on dit de lui en France, et Macron, votre patron ou bien votre collabo, dit par rapport à votre leader. Donc en réalité, même ces gens-là devaient se retourner contre la France. Mais comme on ne veut pas comprendre les enjeux, on est dans la manipulation, on est dans une logique où les intérêts personnels priment. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que Assimi Goïta continue la démarche. La démarche, c'est que l'armée, les FAMA, les forces armées maliennes, puissent avoir le total contrôle sur toutes les opérations. Et que même si la France doit être là, elle doit être en 3e position. Parce qu'il doit avoir une autre force. La force africaine en attente doit l'accompagner dans cette logique-là. Et la France vient en 3e position. Parce que c'est quasiment incroyable. J'ai vu un 14 juillet comment la France vantait son armement, ce qu'il a comme les drones, les machins et tout. Et ils ont fait un simulacre d'opération, comment de lutte dans le Sahel. Et je dis, bon, ok, ça fait 8 ans que vous avez tout ce matériel. Et vous êtes installé quelque part et que vous êtes là pour lutter contre le terrorisme, le djihadisme. Le djihadisme. Avec tout ce matériel, si vous n'arrivez pas pendant 8 ans, ça veut dire que quelque chose ne marche pas bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une erreur quelque part. C'est pour ça que je me rappelle de la phrase du directeur général de Dangote lors de son inauguration de ciment ici à Douala. Il a plu ce jour-là jusqu'à ce que la pluie est montée. Il est resté comme ça, il a dit que nous sommes wrong somewhere. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien quelque part. Parce que vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes une armée puissante. Vous avez près de 8000 hommes qui sont sur place. Ça fait 8 ans que vous êtes là et il n'y a pas de résultat. Et on continue à avoir les percées puissantes des djihadistes. Des djihadistes. Non, arrêtons ça. Je pense que moi, je ne suis pas d'accord avec cette opération, cette reprise des opérations. Ça, c'est ma position et je ne vais pas encourager les autorités maliennes de continuer dans cette logique-là. Il faut se séparer de cette censure. La France est une censure. L'opération Barkhane est une censure pour venir sucer les ressources. Donc, le chef bandit a organisé sa frappe. Il faut que l'or, le butin, tout ce qu'ils ont pu prendre, amasser là-bas, ils puissent le transporter. Parce que vous allez voir d'ici un an ou 2 ans,
ils vont vous dire qu'ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils auront déjà récupéré tout ce qu'ils avaient entassé et parti. Merci André Kissel-Fangalben. À ici, on parle souvent de la reprise des opérations conjointes avec les FAMA, les forces armées maliennes, alors que nous avons des informations comme quoi l'armée française fait souvent ces opérations sur le sol malien sans le consentement et sans la présence des forces armées maliennes. Écoutez, je veux commencer mon analyse avec 3 questions. Parce que j'aime toujours convoquer les éléments factuels. C'est important, en tant que journaliste. Quelles sont les raisons que M. Macron a invoquées pour décréter le retrait des opérations conjointes au Mali? Vous connaissez les raisons? Première raison, il y en avait 2. Première raison, oui, la mise en œuvre des accords d'Alger. Que les autorités de transition maliennes n'étaient pas en train de vouloir justement mettre en œuvre. Deuxième raison, Macron estimait que les autorités de transition maliennes ont engagé un dialogue avec les djihadistes. Sans son consentement et sans sa présence. Non. Le reproche était clair. C'est-à-dire que lui, Macron, ne peut pas discuter avec les djihadistes. C'est la deuxième raison. Il empêchait également les forces armées françaises et les autorités maliennes de discuter avec les djihadistes. Oui, pendant que... Parce que lui, il ne veut pas discuter des discussions avec les djihadistes, oui, mais interdisent également... Mais par contre, lui, il discute avec le MLA. Le MLA, c'est ça qui est c'est quand même le gros problème, Albert, voilà. ici. Ok, c'était la deuxième raison. Oui. La seconde raison, c'était quoi? C'était que lui, il estimait, comme ce fut le cas à Pau, il y a, je crois, un peu plus d'un an, qu'il faut que les autorités maliennes, les autorités de transition, clarifient, n'est-ce pas, leur position par rapport à l'engagement français au Sahel. C'était la troisième raison. Oui. Et que dans tous les cas, la troisième raison d'ailleurs, la quatrième raison étant que lui, pour lui, c'est inacceptable. D'ailleurs, vous l'avez convoqué tout à l'heure. Lui, Macron ne peut pas accepter, on ne peut pas continuer justement à collaborer, si je puis ainsi dire, avec les putschistes. D'où le vocable un coup d'État. Dans un autre coup d'État. Voilà les 4 raisons qui amènent justement M. Macron à décider, n'est-ce pas, de la suspension des opérations militaires conjointes. Dans tous les cas, nous ne sommes pas en contradiction près, n'est-ce pas, de la part de M. Macron. Donc, pour moi, ce n'est pas là le problème. Et nous savons pertinemment que c'était un petit chantage, un petit coup de chantage, comme ce fut également le cas à la fameuse messe de Pau. Quand il a appelé autour de son individu, n'est-ce pas, les chefs d'État de la zone Sahel. De donner leur position du Sahel. Par rapport au sentiment anti-français. Par rapport au sentiment anti-français. Voilà. Donc, nous étions dans un chantage où il disait que lui va retirer les troupes françaises. Je voudrais quand vous vous rappelez que ce sont justement des contradictions de M. Macron en 2017. Faut-il convoquer les éléments factuels ou historiques? Non, en 2017, début 2018, M. Macron il avait déclaré, et je cite, que il va retirer 4500 militaires français qui sont engagés dans l'opération Barkhane au Sahel. Il a dit. Mais plusieurs années plus tard, nous sommes plutôt dans le renforcement, n'est-ce pas, de ce dispositif. Ça veut dire donc qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et encore faut-il déjà insister et préciser qu'il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu un début de retrait de la force Barkhane, des militaires dans la force Barkhane. Depuis le 3 juin, on n'a rien vu. Non, ça ne s'est jamais passé. C'était un petit chantage. Et comme Assimi Goïta, un bon russe, il est resté stoïque, silencieux. Il a laissé le jupitérien s'agiter, comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude, il a quand même pris un autre prétexte, n'est-ce pas, fantasmagorique, pour justifier justement le réengagement conjoint, n'est-ce pas, de l'opération Barkhane avec les femmes. Donc, nous sommes dans une sorte d'escroquerie, dans une sorte de manipulation de sa part.
Souvenez-vous, vous avez mis il y a quelques semaines sur la table une thématique qui portait sur le recrutement de 10 000 soldats en France, dans la perspective, n'est-ce pas, d'un conflit d'une d'envergure. éventuelle guerre. D'un conflit d'envergure. Et j'ai pu vous dire que ce projet, justement, ce projet de recrutement de 10 000 soldats français s'inscrit dans la perspective d'un engagement au Mali, dans la zone sahélo-sahélienne. Ça, il faut le dire. Parce que Macron ne peut pas quand même pas dépenser 1 milliard d'euros dans le cadre de cette affaire-là et s'en aller comme si de rien n'était, puisque nous ne les connaissons pas comme étant des philanthropes. Ils ne font pas de la philanthropie, c'est le colère. Jamais. Ils ne sont pas dans la philanthropie. Du jamais, 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 jamais. Donc, je pense que ce qui se passe, en réalité, ce qui devait nous intéresser, j'allais dire, et là, ça rejoint la thématique, que cachent les contradictions de Macron? Ce qui cache les contradictions de Macron, justement, cache les intérêts géostratégiques du côté de Sahel. C'est-à-dire, il faut piller. Vous avez là-bas les ingénieurs employés qui pillent le Mali. Oui. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que l'armée française soit la seule, et bien la seule sur un territoire étranger à avoir accès à une partie d'un territoire, et non les forces les forces armées et défense de ce pays-là, les forces de défense et de sécurité de ce pays-là. Je parle ici de Gao, de Kidal, entre autres, de Tombouctou. Pourquoi est-ce que ce n'est que les soldats français qui ont accès dans cette partie du territoire malien? C'est une belle interrogation, Albert. Justement, c'est une très belle interrogation. Justement, je réponds. Je réponds en vous disant que tout ce qui se passe de ce côté-là n'a rien à voir avec une opération militaire. Et ce n'est pas d'autre chose qui n'ont rien à voir avec des opérations militaires. Il s'agit du pillage. Il s'agit de collaboration avec ce qu'ils appellent officiellement les djihadistes, à qui ils refourguent la logistique pour créer justement le désordre, qui justifie justement leur maintien. C'est de ça qu'il s'agit. Mais attendez, au Sahel, vous avez quand même le soutien américain au niveau du renseignement. Avec tout ce que cela comporte comme logistique, n'est-ce pas, de dernière génération. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'à chaque fois, il y a des incursions des djihadistes? Si jamais nous avons les djihadistes de ce côté-là. Vous avez tout à l'heure convoqué ce chiffre-là. Vous avez 30 000 soldats étrangers sur un territoire. Mais on n'a jamais tué sur un territoire étranger. Oui. Mais depuis plus de 8 ans, nous sommes dans une sorte de surenchère, n'est-ce pas? D'une montée. Nous assistons à une montée, n'est-ce pas, de la violence, des attaques des terroristes. Mais il y a quand même un problème. Avec toutes ces logistiques-là. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Pour reprendre, n'est-ce pas, les termes de mon copanéliste Christelle Fanga. Ce qui ne marche pas quelque part, c'est qu'il y a la désinformation qui est entretenue par Paris, avec le Quai d'Orsay. Il y a la désinformation, il y a de la manipulation. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est nous de ça. Lorsque justement, les gens montent en puissance, les peuples montent en puissance, comme ce fut le cas il y a quand même quelques semaines, où les Maliens ont demandé de manière officielle, justement, je parle du peuple malien, qui a demandé de manière officielle le départ. Il y a quelques jours encore. Hein. Oui, c'est-à-dire les Maliens ont demandé le départ, de manière solennelle, ont demandé le départ des forces étrangères sur leur territoire. Mais les djihadistes, ce sont les Africains, non? Pour la plupart. Mais est-ce qu'on ne devrait pas discuter avec nos frères africains? Mais, je sors par là. Comment se fait-il que Paris prétende que pour se protéger, pour protéger son territoire, pour protéger les Français, il faut venir mener une guerre contre les djihadistes à plus de 6000 km n'est-ce pas,
à plus de 6 000 km de son territoire. Il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça nous renvoie, tout à l'heure, je n'ai pas de géostratégie, géopolitique, mais ça nous renvoie davantage dans le pacte colonial. Parce qu'il faut dégager cette affaire-là. C'est-à-dire que dégager ces fameux accords de défense, dégager ces fameux pactes coloniaux qui donnent de manière exclusive le pillage, n'est-ce pas, des ressources, n'est-ce pas, du sous-sol et du sol africain au profit de la France. Au profit de la France. Président Madakani, comment comprendre qu'un État appelé la France ne veut pas voir les Maliens discuter avec les soi-disant djihadistes? Ça indique et ça démontre plus que tout la situation réelle de l'Afrique en général et la situation du Mali. Et notre rôle justement, c'est pour ça que le travail s'y dérange les gens comme le CNC et son président, Kalaboupse, je ne sais pas comment vous l'appelez, ça les dérange. Parce qu'il faut juste, notre rôle c'est de faire prendre conscience aux Africains de cette réalité. Et vous savez que quand les peuples prennent conscience, le combat est gagné en partie. Oui. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que je voudrais vous rappeler que le délit du jupitérien a commencé lorsque la population a commencé à manifester dans le Sahel. Le sommet de Pau, vraiment, ça fait pleurer ici, Jean-Yves Toisin. C'est comme ça qu'on convoque les chefs d'État. Et les chefs d'État, là, ils n'ont pas été offensés. Le CNC existait, non? Est-ce que le CNC a rappelé M. Macron à l'autre? Et il y a ici un qui a été davantage offensé, c'est Ibrahim Boubacar Keïta. Combien t'as dit Est-ce que le Jupitérien parlait comme si c'était l'affaire... On nous dit que nos propos présentent des risques. En fait, on nous dit... Non, d'abord, ils disent que nos propos ils sont non fondés, ils sont de nature, ils sont offensants. Voilà, et donc, ils sont de nature à porter atteinte à l'honorabilité de la France. De Macron. Donc, le CNC appelle honneur de tels comportements. C'est-à-dire que quand vous tuez les Africains, quand vous balkanisez les territoires, c'est-à-dire que vous soutenez, vous organisez, vous élaborez les sécessions, mon cher gosse, c'est de l'honneur. Vous êtes dans l'honneur. Vous êtes dans l'honneur quand vous pillez les réserves et les finances de tout un continent avec un accord nazi qu'on appelait franc CFA. C'est de l'honneur. Vous êtes dans l'honneur quand vous avez tué le héros du Mali, le président Modibo Keïta, en son temps. C'est de l'honneur. Il y a un problème, mon cher gosse. C'est-à-dire, quand vous voyez ces choses-là, vous avez envie de pleurer, de voir qu'il y a des Africains qui se comportent comme ça, comme les gens du CNC. Parce que de quoi est-ce qu'il s'agit? Lorsque les populations maliennes commencent à manifester, le jupitérien, dans un délit dont il a l'habitude, n'est-ce pas, il pète les plombs et il convoque les chefs d'État à Pau en leur disant de venir s'expliquer sur la montée du sentiment anti-français. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que dès qu'on manifeste contre la France, on est anti-français? Et le choix de Pau n'était pas anodin. Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes en train de poser à la face du monde. Le monde s'est dit civilisé. Le monde prétend qu'il a avancé. Le monde estime, n'est-ce pas, qu'il a une charte qu'on appelle la charte de l'ONU, qui est une matrice intellectuelle, morale, les plus avancées de l'histoire de l'humanité. Mais nous, on est là pour rappeler au monde que, malgré votre matrice morale là, votre histoire de l'ONU là, il y a un fait colonial en plein 21e siècle. C'est-à-dire qu'en plein 21e siècle, des États décident de recoloniser un continent en massacrant les présidents, en tuant les populations, en les empoisonnant, en déportant les présidents, en violant les premières dames. Alors quand nous on dit ça, c'est porter honneur, c'est offenser la France, c'est porter honneur à son honorabilité. Non, à la France, non, d'abord aux Jupitériens, oui. Et à la France. Et à la France. Mais la France c'est ce qu'on appelle l'honneur. Un tel pays, qu'est-ce qu'on appelle l'honneur, monsieur Goff? Est-ce qu'un tel pays connaît l'honneur? De quel droit la France peut demander à un État de ne pas discuter avec qui il veut? C'est la question que je vous pose d'ailleurs. C'est toujours un État, ça. Dans la tête de Paris. Quand vous décidez, vous interdisez à un État de discuter avec qui il veut. C'est que dans votre tête, ce n'est pas un État. Il y a pire injure que ça, monsieur Antoine, ici. Non. Il
Il y a pire injure que ça. C'est-à-dire qu'un État vous dit que je suis un État. Et en vertu de la fameuse charte des Nations Unies, ce machin-là qu'on appelle charte, je discute avec qui je veux. Mais un autre État, qui est membre de l'ONU, comme cet État, donc, qui n'est en rien supérieur à cet État, n'est-ce pas, demande au président de cet État, mais, oh monsieur là, qui t'a envoyé par là, le djihadiste, viens ici. Autrement dit, ce pays nie la charte des Nations Unies, la déchire par son comportement, et nie non seulement l'existence de cet État, mais dénie à ceux qui dirigent cet État le statut d'être humain. Et le CNC vient nous donner leçon. Monsieur Kalaboum, il ose même nous parler. Mais il y a les gens qui cherchent les malédictions. Hein. Et il y a les gens qui sont tranquilles. Ils veulent les malédictions. Ils attirent sur eux la malédiction. Mais est-ce qu'on a la quantité de sang qui crie pour ce continent? La quantité de morts qui crient pour ce continent? La quantité de pleurs qui crient pour ce continent depuis des millénaires? Monsieur Kalabou, c'est là. Il connaît ça? Et quand nous on essaie d'être l'écho de tout ça, il vient nous donner les leçons. Alors, mon cher gosse, alors, on interdit à Assimi Goïta de parler avec les djihadistes. Pendant ce temps, M. Macron discute avec les djihadistes, paie les rançons et fait libérer plus de 200 terroristes. Vous avez oublié l'événement là? Pas du tout. Vous avez oublié ça? Non. C'est pas la sorcellerie. Bon. Macron, il est normal. Ça, c'est le comportement d'un homme normal, ça? C'est un jupitérien. Non, c'est un terroriste. C'est un terroriste, monsieur. Il terrorise l'État du Mali. Il terrorise les Maliens. Il est terroriste moralement, militairement et politiquement. Et c'est fait de la non-assistance à personne en danger que de faire ce que le CNC est en train de faire. Et nous sommes fiers parce que nous remplissons notre devoir moral. Nous faisons ce qu'on a à faire. Et s'il y a des petits gens comme les gens du CNC qui croient qu'ils vont nous impressionner, ça me fait sourire. Nous on démontre. Eux, ils ne peuvent pas démontrer. Ils racontent tout n'importe quoi. Ils ont même dit que nos discours ne sont pas fondés. Mais ça veut dire qu'il n'est même pas. Il est journaliste, ce monsieur encore. Ou bien il a fini le métier là. Hein? C'est comme c'était que j'ai le journaliste. Il ne s'informe même pas. Et vous êtes surpris qu'en plein 21e siècle, il va nous dire que nous on porte atteinte à l'honneur de la France. Il ne s'informe même pas. Il devait savoir que le pays le plus déshonoré au monde, c'est la France. À travers son comportement en Afrique. Mais comme c'est un journaliste camerounais, il ne s'informe pas. Mais surtout qu'on a subi cette information venant de M. Hervé Bouche. Alors, vous avez les accords d'Alger qui étaient en jeu, parce que ça avait les djihadistes, et la clarification de la position du Mali par rapport à l'engagement français. Mais il y a plus grave que ça, M. Ngoz. Ouais. Vous avez demandé qu'on explique les contradictions de Paris. Oui. Regardez bien les timings. Le Jupitérien, dans son délit, décide que j'arrête. Je retire Barkhane. Non, c'est retire. Ça va comme ça. Entre-temps, M. Goïta est très avancé dans les négociations avec les Russes. Le processus de sa consécration comme chef d'État authentique du Mali étant achevé, il signe des accords avec le Mali. Mais un événement, ce n'est pas ce qui est passé inaperçu. Le Tchad fait une sortie et dit, nous prenons acte du départ de Barkhane. Tout est bien. Nous prenons acte du départ de Barkhane et accélère ces négociations avec la Russie. Oui. Comme, il faut bien voir le timing de ce qui se passe. Mais écoutez, le Jupitérien, certainement, revient de son délit, n'est-ce pas? Dit que mais c'est très grave. Donc, maintenant, si le Tchad entre en scène dans cette démarche-là, mais pendant que je dors là, les Russes sont en train de s'installer partout. À cause de ma bêtise. Du coup, donc, j'explique les contradictions. Les contradictions, oui. Il avale sa langue, il n'a pas le choix. Il avale sa langue, n'est-ce pas? Il avale sa langue, il lèche son crachat. Monsieur Ngoz, il lèche son crachat. Quand on arrive à ce niveau, c'est terrible. Hein? Il n'y a que les Jupitériens pour le faire. Il lèche ses crachats et il décide tout entre but de dire je reviens, je reprends ma coopération avec vous. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, il veut maquiller, justifier l'interception de la dynamique tchadienne. Mais il ne peut pas. Parce que quand le président tchadien va aller annuler la signature qui a été faite en Russie, c'est pas possible. Vous comprenez? Ce qui est signé depuis Moscou. Hein. Clair. Donc, j'explique les contradictions du Jupitérien et la diplomatie française dans le cas d'espèce. Et il y a un plus grave encore. Même le sous-préfet du Niger, quand M. Macron dit que Barkhane s'en va, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que mais,
Ça c'est même d'avoir quoi? Ça empêchait... Mohamed Bazoum, il faut bien préciser. Le sous-préfet du Niger, qui a été installé par M. Le Drian, n'est-ce pas? Le chef de la mafia bretonne. Un jour, on fera une émission sur lui. On a déjà accumulé les éléments. Qui aujourd'hui a pris l'initiative de mettre son fils au devant de la scène. J'ai dit qu'au-delà de son fils, je parle de la mafia bretonne, dont il est le parrain. Vous comprenez? Et quand on va parler de sexe, on va dire qu'on porte atteinte à l'honorabilité de la France. De la France, les dirigeants et de son français. chef d'État. Alors que quand le pantalon d'un chef d'État africain a un petit trou, c'est la une de tous les journaux du monde. Mais il n'y a qu'en Afrique où les institutions, comme soi-disant le CNC, ne comprennent pas qu'on est dans une guerre. Ne comprennent pas l'enjeu de la guerre des communications aujourd'hui dans la géopolitique mondiale. Et que les États remportent les batailles rien que par la guerre de communication. Exactement. C'est ça aujourd'hui. Vous voulez quoi? Vous voulez que le président... Ce président camerounais, vraiment, il est... Excusez-moi, je dis ça. Il est malheureux, le président. Parce que vous nous mettez à la tête des institutions stratégiques comme le CNC, des petits journalistes qui ne comprennent même pas les enjeux de la guerre diplomatique sur le plan de la communication. Ça fait pleurer. La plupart des batailles se remportent aujourd'hui par la communication géopolitique. Mon cher gosse. Eh oui. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, quand nous avons intérêt, nous, aujourd'hui, à mettre sur la table la mafia de monsieur Le Drian. Pourquoi? Mais il organise les coups d'État en Afrique. C'est le FOCA. C'est le FOCA. Alors maintenant, il y a un journal là qui n'aime pas citer, mais excusez-moi de citer, Jeune Afrique a fait tout un dossier sur la mafia bretonne. Mafia bretonne. Bon, quand nous, on va reprendre ça ici, alors on va dire que nous, on porte atteinte à l'honneur de la France. Ils ne lisent pas. Mais il y a quand même un problème. Ces gars ne lisent pas. Il y a quand même un problème. C'est quoi? Ils sont autour de ces gens-là. Il y a quand même un problème, mon cher gosse. Donc, non seulement il y a ce délit, mais il y a plus grave. Quand les soldats maliens vont à Kidal, au nord du Mali, ils subissent les foudres de djihadistes, entre guillemets. On leur fait une guerre pas possible. Les militaires maliens meurent. Le même Malien, jusqu'à un certain niveau, a été incapable d'affronter ces gens. Il faut être honnête, mon cher gosse. Bon, quand les djihadistes, entre guillemets, font ça, nous supposons qu'ils défendent leur territoire. Mais pourquoi ils ne font pas la guerre aux Français? Qui eux sont à Kidal, installés, assis, pillent, volent l'or, pillent les matières premières. Dites-moi pourquoi ces djihadistes, qui sont si prompts à tirer, à tuer sur les militaires maliens, à faire la guerre à l'armée malienne, ne font pas la guerre aux Français, ne font pas la guerre aux militaires français qui sont assis. Vous êtes sûr que c'est l'armée, c'est les djihadistes qui tirent sur l'armée? Non, je vais prendre un mot. Je veux descendre au niveau le plus bas. Je fais exprès, mon cher, pour que les gens comprennent ce qui est en train de passer. Bien sûr. Parce que quand nous on dit certaines choses ici, les gens croient qu'on a les histoires. Qu'on m'explique seulement, là c'est un raisonnement logique. Je laisse de côté toutes les preuves qu'il y a sur la voie publique. Où on sait aujourd'hui que l'état-major français a dit traque tout élément djihadiste. Ils ont le numéro. Il y a un état-major qui est là pour ça. On les traque personne par personne, on les connaît. Et que ces gars se ravitaillent où? Auprès de Total, français, qui les ravitaillent en carburant et tout. Bon, ça c'est ce que les gens découvrent maintenant. Nous, depuis 10 ans, nous avons dit depuis que la France est un état terroriste qui arme les terroristes pour venir détruire les états africains. On l'a dit depuis. Laissons ces preuves-là, mon cher Fanga. Dites-moi pourquoi les mêmes djihadistes supposés qui tirent sur l'armée malienne, qui font la guerre à l'armée malienne, comme par hasard, n'ont jamais fait la guerre à un seul soldat français. Donc, conclusion, c'est quoi? Ça veut dire que les deux estiment que c'est leur territoire. Alors moi, je pose une question. Les Français sont des Maliens? Est-ce que les Français sont des Maliens? Bon, ces Maliens-là, soi-disant, alors, s'ils sont Maliens, ils luttent donc pour qui? Ils luttent pour quoi? Si ils estiment que les militaires maliens sont étrangers au nord du Mali, et que les Français sont les bienvenus, mais ils ne luttent pas donc pour le Mali. Donc, je conclus, maintenant, M. Fanga, c'est que ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des Français déguisés qui prennent des visages des djihadistes pour tuer les militaires maliens. Il faut qu'on se taise, nous, les Africains. Il faut que moi, je me taise quand je vois ça, parce que j'ai peur des journalistes du CNC. Il faut que je me taise. Il faut qu'on se taise, parce qu'on a peur de ces gens-là, mon cher gosse. Il faut qu'on ne dise rien de tout ça. Il y a un problème. Alors, nous disons simplement que nous saluons les autorités du Mali. Assimi Goïta qui a hérité d'une situation très compliquée, un État pratiquement failli à terre, et qui est en train de réaliser, de relever l'État petit à petit. On peut comprendre que pour l'instant, est-ce que l'État malien a réagi? Est-ce que l'État malien a dit un seul mot?
Lorsque monsieur le Jupitérien a rompu de manière unilatérale la coopération, est-ce que l'État malien a réagi? Pas du tout. Lorsqu'il a repris de manière unilatérale encore la coopération, est-ce que l'État malien a réagi? Jusque-là, absolument pas. Il y a des silences qui disent tout. Il y a des silences qui disent tout. Et si nous, on ne peut pas interpréter les silences que j'appelais forts, les silences qui parlent plus que tout, les silences interpellateurs de nos présidents, c'est nous qui avons le problème. Et nous allons l'interpréter malgré les occasions du CNC au Cameroun et de son président. Et pendant ce temps, André Kisselfanga, moi j'ai une autre question. Comment comprendre que depuis de longues années, presque une décennie, l'opération Barkhane se trouve du côté du Mali, mais n'a jamais tué un seul djihadiste? Tu tues ton frère. Tu vas tuer ton frère comment? Ils se connaissent, ils mangent ensemble, ils déjeunent ensemble, ils dorment ensemble. C'est-à-dire Barkhane et les djihadistes mangent ensemble, dorment ensemble, font même les enfants ensemble. Donc ils sont constitués en famille. Oui. Donc vous ne pouvez pas demander aux enfants d'une même maison de se battre pour un héritage, parce qu'en réalité, ils sont là pour la création d'un État dans un État. En fait, il y a même un État dans un État. De fait. C'est clair, c'est simple. Donc, ne nous demandez pas de... D'ailleurs, même la France a déjà gagné quelle guerre? Parce que dans tout ce qu'on vante là, on dit l'armée française, Barkhane, machin. La France a déjà gagné quelle guerre? Aucune. Aucune guerre. Si vous avez dans l'histoire, peut-être je me trompe, peut-être je n'ai pas fait de très bons cours d'histoire, mais quand je regarde le parcours de l'armée française, elle n'a jamais gagné une seule guerre. Une seule. La France ne gagne que quand il y a les Africains devant. Posez-moi la question. La Coupe du Monde. Vous l'avez toujours dit. Les deux Coupes du Monde. Les deux Coupes du Monde. C'est les Africains qui les ont gagnés. C'est les Africains qui les ont gagnés. La première, la guerre mondiale, la seconde également. La première fois même, ils sont allés au Sénégal pour aller remercier même les marabouts sénégalais. Pour dire merci aux marabouts sénégalais. Bon, maintenant qu'ils ont été éliminés, il paraît que c'est un Camerounais qui les a fait éliminer. Ouais, vous comprenez. Donc vous comprenez qu'en réalité, cette France n'a pas de résultat positif. Et surtout quand vous arrivez à un moment donné d'élire un président ou bien de mettre à la tête de votre État quelqu'un qui n'est pas lucide. Parce que c'est un Français qui le dit, hein, que Macron est un, vous appelez ça quoi, signifeur de cocaïne. Oui, il y a une vidéo, si vous pouvez regarder sur YouTube, où il dit que à chaque fois qu'il le nez, c'est les réflexes de quelqu'un qui prend de la cocaïne. Des cocaïnomanes. Oui, des cocaïnomanes. Donc, en réalité, M. Macron n'est plus normal. Donc, aujourd'hui, nous avons une situation où des gens ne peuvent pas remporter une guerre. Depuis leur histoire, depuis leur berceau, ils n'ont jamais remporté de guerre. Ils n'ont que utilisé une arme, c'est-à-dire le mensonge. La France a toujours utilisé le mensonge. Justement, je vais vous faire rebondir. Hein. Comment comprendre donc que, voilà, une nation avec son armée qui se trouve dans un pays, déclarant haut et fort qu'ils sont là pour lutter contre les djihadistes, mais n'ont jamais tué un seul djihadiste, un seul terroriste. Qu'est-ce qu'ils font encore là-bas s'ils ne sont pas là pour tuer les terroristes? Ils volent l'or. Ils sont là pour voler. Ils sont là pour piller. Ils ne sont pas là pour faire la guerre aux djihadistes. La preuve en est, vous voyez un état de soi-disant de droit, de machin, de démocratie. Il y a eu des attentats en France. Que ce soit de Charlie Hebdo, que ce soit à Toulouse dans une boîte au Bataclan et tout le reste. La première des choses qu'ils ont fait, c'était de tuer les soi-disant les djihadistes qui ont fait cet attentat. Première des choses, c'est de les assassiner. En réalité, comment vous avez des djihadistes, vous ne pouvez pas les arrêter, les interroger, comment ça s'est fait, pourquoi vous avez fait ça, mais on les tue directement. Donc vous comprenez que la France elle-même... On efface les traces, les preuves. Bien sûr, c'est ça la réaction de la France. Elle efface les traces. Donc en réalité, ne demandez pas à la France de lutter contre son cousin ou bien son frère jumeau. Parce que France égale à terroriste. Djihadiste égale à terroriste, tous ces gens-là sont des terroristes, si réellement ce sont des terroristes qui sont là-bas. Parce que la vérité, c'est qu'il faut analyser, regarder au fond. Parce que quand on vous parle de terroristes, vous allez voir quelques gens qui sont toujours encagoulés, qui sont... Est-ce que vous êtes sûr que c'est des Noirs?
Parce que ces terroristes qui sont toujours dans le Sahel, ils ont toujours des turbans, toujours masqués à un niveau. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est des Noirs? Ce n'est pas par hasard des Français? Parce qu'en réalité, nous savons que l'État islamique a été... on a transporté les terroristes qui étaient de l'autre côté de la Syrie et tout le reste, on les a déversés dans le Sahel. On a pris tous les terroristes qu'on a organisés au niveau de la Libye. On les a versés là-bas. Donc en réalité, on est dans une logique où on est dans une guerre où le vrai ennemi n'est pas celui dont on nous présente. Parce que les djihadistes ne sont pas le problème. Le problème, c'est la France. Parce que si la France n'était pas le problème, on aurait déjà une solution. Parce que les Maliens, Assimi Goïta par exemple, a dit, je vais discuter avec eux. Ouais, mes frères. C'est mes frères. Si réellement c'est des djihadistes, comme vous dites, maliens, nous allons nous asseoir. Et nous allons discuter. Et nous allons discuter. Et Paris rompt la coopération. Et immédiatement, Paris a rompu la coopération. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on n'est pas dans une guerre contre le terrorisme au Mali. Non. La France n'est pas là pour ça. La France est là pour creuser l'or, pour préserver les réserves d'eau souterraines, pour préserver également le pétrole qui sort de terre sans pour autant avoir été foré. Et créer l'État de la Zawad qui sera sous leur contrôle comme ils ont fait dans plusieurs autres États. Donc, créer même, parce qu'ils sont aussi en train de vouloir créer l'État de l'Amazonie ici au Cameroun aussi. Oui, parce que ce qu'on vient de voir en France est une preuve que la France est complice de l'Amazonie. Et je comprends pourquoi on a un ministre comme, vous appelez Dupond-Moretti. Hein. Dupond-Moretti. Dupond-Moretti. Dupond, hein. Dupond. Dupond-Moretti. Donc, qui est ministre de la Justice. Oui. Vous comprenez un peu. Et qui est un ami, suivez mon regard, d'un leader politique au Cameroun. Et ses membres. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Vous voyez quelqu'un dit que non, je ne suis pas solidaire de cette marche qui est là. Après, quand la marche a eu un effet, on dit que non, vraiment, c'est une grande chose, c'est un très grand événement. Avec le drapeau de l'Amazonie, dont la France veut diviser le Cameroun. Il faut porter plainte à la France. Et porter même plainte à Chebonke. C'est Chebonke. Oui. Il nous accuse. Parce qu'il nous accuse. Pendant que le pays qui défend. Alors que le pays qu'il est en train de défendre est en train de tuer les Camerounais, tue l'armée camerounaise, tue les femmes, tue les jeunes, tue les hommes camerounais. Et veut diviser le Cameroun en France. Et l'avocat, le brillantissime ministre de la Justice, qui est l'ami de celui que vous connaissez, vous comprenez un peu, ne dit absolument rien. Champion des droits. Aucune ONG n'a réagi. Donc, vous comprenez que la France n'est pas là pour... En fait, c'est comme si on a installé la base de déstabilisation du Cameroun. C'est pas comme si. En France et à Paris. Donc, devant le Quai d'Orsay, devant l'Élysée. C'est là où c'est établi. Donc, c'est la base de la déstabilisation de nos États. Donc, s'il y a une cellule terroriste appelée base MRC Amazonia installée à Paris, ça veut dire que Paris est notre plus grand danger. Donc la personne qu'on doit combattre, c'est Paris. Merci, André Kissel Fanga. Ben, vous me coupez. Non, je ne vous coupe pas, allez-y. Terminé. Donc si vous posez la question de savoir pourquoi il n'y a pas de résultat au Mali, mais vous ne pouvez pas avoir de résultat quand c'est le terroriste lui-même en chef qui est dans l'organisation de la chose. Parce que son objectif, c'est qu'il faut prendre les territoires en otage. Il faut recoloniser. Il faut reprendre de manière formelle ces États. Et quand il regarde, l'une des plus grosses erreurs de la France, c'était d'avoir élu ce jeune homme-là. Le plus petit de sa famille. Chef de famille, mais le plus petit de sa famille. Tu portes offense au président français. Mais c'est nous qui... Est-ce que ce n'est pas ça? Non, c'est une offense. Quelqu'un est le plus jeune de sa maison. C'est-à-dire sa femme est sa grand-mère. Les enfants de sa femme sont plus âgés que lui. Donc lui-même est plus petit que tous ses propres enfants. Donc voilà le genre de chef d'État que les Français ont élu. Non, messieurs, aujourd'hui, il faut clairement dire que la France est en train de regretter amèrement Monsieur Macron, son élection. Parce que la vérité, c'est que la France est en train de tout perdre. Oui, et ça fait notre bonheur. Nous les Africains, d'avoir commis ce genre d'erreur. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'ils commettent des erreurs comme ça pour que nous puissions en profiter. Pour leur dire que mais non, aujourd'hui,
votre masque tombe parce que vous avez quelqu'un qui prend des décisions à l'emporte-pièce. Je pars. Non, je reviens. C'est comme une jeune fille qui est dans une relation. À chaque fois, elle utilise ce petit chantage, n'est-ce pas? Hein? Bon, comme tu ne veux pas m'épouser là, moi je pars, je vais chez mes parents. Elle fait semblant de porter ces choses. Quand vous êtes stoïque comme Assimi Goïta, vous ne dites rien. Vous regardez, elle emballe ces choses, elle emballe, elle sort. Tu m'arrêtes pas. C'est quelqu'un qui demande. Tu m'arrêtes pas. Mais tu as dit que tu pars, non? Pardon. Pars. Et tu vois elle-même encore. Je dis vraiment, je savais que ton genre de cœur là, vraiment, je ne comprends pas. Elle-même, je ne parle plus. Comme tu veux profiter pour prendre une autre fille, pour amener la Russie ici. Moi, je ne parle plus. Je reste ici. Et comme ça va contaminer tous les autres pays, moi, je ne parle plus. Je ne bouge plus. Je m'engarbe. Je signe ici. Je ne parle pas. Mais monsieur, le mariage n'est pas forcé. Ouais. Surtout que tu n'as rien produit comme résultat. Peut-être tu as eu à traiter avec les autres anciens qui étaient tes sous-préfets, qui étaient sous ta botte, que tu pouvais faire. Il s'est installé de force. Il s'est installé de force, exactement. Mais maintenant, les gens ont compris que non, le mariage n'est pas forcé. Le divorce est consommé. Et il faut que les Maliens aillent jusqu'au bout. Nous allons les pousser jusqu'au bout. Et pas seulement les Maliens. Partout. Partout, dans tous les États où la France est installée, elle doit partir. Les Bolloré doivent être démantelés parce que c'est l'une des mains droites de cette France-là, de cette France-Afrique-là. Ils doivent être démantelés de partout. Et si possible, même les anglo-colons, même les nègres qui travaillent pour eux. Les nègres de maison. Les nègres de maison qui travaillent pour eux. On doit les démanteler parce que les prochains gouvernements, si on trouve des gens comme ceux-là, dans ce gouvernement-là, vraiment, l'État du Cameroun, l'État de Centrafrique, l'État de tout, du Tchad et tout le reste là, nous allons organiser des marches pour cela. Albert Anatola, ici, depuis un certain temps, parle de la recolonisation du continent africain. On ne va pas également oublier que la force Takuba a rassemblé aujourd'hui plus de 600 hommes et que, jusqu'à preuve de contraire, le Mali n'est pas encore sorti de l'auberge et que Assimi Goïta a du pain sur la planche. Oui, écoutez, le problème malien n'implique pas, je veux dire, l'engagement de la France au Mali n'implique pas seulement le Mali. Oui. Ça implique les autres pays de la sous-région, dont le Burkina Faso, qui a maille à partir avec les incursions terroristes depuis un certain temps. Vous avez le Niger, la Mauritanie, entre autres. Donc, je crois que il faut une solution sous-régionale. Parce que tout à l'heure, André Pang a convoqué la force africaine d'attente. C'était un truc qui est mort, mais ça n'existe plus. Ça a été démantelé depuis. Donc, on a tué la absolument, ça a été tué depuis. Donc ça n'existe plus. Donc, de ce point de vue, on ne peut même pas convoquer l'Union européenne, l'Union africaine, autant pour moi, parce que c'est un machin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le problème de fond, c'est la capacité de nos armées nationales à se protéger, à se déployer lorsqu'il y a des opérations de cette envergure. Parce qu'on n'a pas besoin, j'ai toujours l'habitude de le dire. Si le Cameroun avait attendu, n'est-ce pas, la mise en œuvre des promesses qui lui avaient été faites, lorsque Boko Haram a commencé ses incursions, le Cameroun serait devenu une république islamique. Donc, il a fallu, c'est parce que justement, le Cameroun a une armée professionnelle, une armée moderne, surentraînée, parce qu'il y a une réforme de cette armée-là que le Cameroun a été capable d'être sur plusieurs fronts, comme c'est le cas actuellement. Avec ses moyens propres, avec ses hommes. Jusqu'ici, le Cameroun n'a suscité nulle part, dans un quelconque théâtre d'opération, une intervention militaire étrangère. C'est parce que nous avons cette capacité. Donc, le problème au Sahel, c'est de ça qu'il s'agit. Dès lors que vous avez une force étrangère sur votre territoire, ça devient un problème. Nous avons vu cela en Centrafrique avec l'opération Sangari. Nous connaissons les conséquences et le résultat. Nous avons connu la même chose du côté du Mali. Nous connaissons les résultats aujourd'hui. Nous en connaissons les résultats du côté de la République démocratique du Congo, où les groupes, les Maïmaï et consorts font des incursions pour faire justement tout ce qu'ils veulent faire. La République démocratique du Congo aujourd'hui est divisée en États. Absolument, parce que justement... Chacun a pris sa part. Ça pose donc... il faut, à mon sens, donc, que
un dirigeant peut se déployer, être capable d'être audacieux, parce qu'il faut quand même le reconnaître. Paul Biya, le président de la République du Cameroun, a été audacieux. Parce que si tu étais enfermé dans les fameux accords de défense, ça serait foutu. Il faut justement que ces pays-là, je parle du Niger, du Mali, du Tchad, qui est également une très bonne armée, bien entraînée. Je parle également du Burkina Faso, où justement le président a quand même maille à, j'allais dire, non seulement à réformer son armée, mais également à permettre à cette armée d'avoir une logique de conséquences. La pauvre conséquence, la preuve, c'est que là, il a voulu acheter quelques hélicos de dernière génération. Paris a mis le veto du fait du franc CFA. C'est ça le problème. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, la réponse au problème, je dis, à l'insécurité qui sévit au Sahel est certainement militaire. Et il faut que ces pays-là, de la sous-région, puissent avoir une armée qui est capable de monter en puissance. La deuxième chose qu'il faut indiquer, j'ai eu l'habitude de le dire, la solution n'est pas que militaire. Elle est avant tout, de mon point de vue, économique. Oui. Parce que la plupart, quand les gens comme l'opération Barkhane, Takuba, tout ce que vous voulez, ça recrute parmi les gens qui sont désœuvrés, même les terroristes. Le problème de Paris au Sahel, notamment du côté du Mali, c'est le groupe de soutien à l'islam et les musulmans. Parce que c'est avec ce groupe-là, M. Macron, lui, estime que Assimi Goïta ne devrait pas discuter, ne devrait pas dialoguer. Entre-temps, Paris cause tranquillement et fait même des affaires avec les gars du MLA. Oui, ils ont des projets de balkaniser le Mali. En créant une fédération au Mali. C'est-à-dire, Paris veut pousser le Mali à redevenir une fédération. Ils ont fait un essai avec le Soudan, ça a réussi, donc forcément... Donc je pense qu'aujourd'hui, en plus, ça c'est important, on ne peut pas, et là Paris le sait, et là ils sont malhonnêtes. Matignon est malhonnête, l'Élysée est malhonnête. Pourquoi ils n'impliquent pas l'Algérie dans cette affaire du Sahel? Pourquoi est-ce que l'Algérie n'est pas impliquée dans cette affaire? Parce que la plupart, et c'est établi, que la plupart des djihadistes, très souvent, ont une double nationalité. Donc, ça vient au Mali, au Niger, ça crée des exécutions et ça rentre du côté de l'Algérie. Mais pourquoi est-ce que Paris n'implique pas l'Algérie dans cette guerre contre les djihadistes? Si jamais il y a djihadistes, je précise cela. Donc, je crois qu'il y a un problème. Je voudrais bien qu'il faut intégrer, il faut mettre en musique les accords d'Alger, oui. Les accords de réconciliation. Mais je pense que ces accords d'Alger comportent des éléments nocifs, forcément pour les autorités de transition maliennes qui ne veulent pas les mettre en application. Et là, je pense qu'ils ont raison. La deuxième chose, et je termine par là, c'est pas Paris qui doit déterminer les politiques ou bien choisir les interlocuteurs des populations africaines, en tout cas au niveau des dirigeants. Parce que personne ne se mêle jamais des oignons de Paris. On les laisse gérer leurs affaires. Ils ont bombardé les gilets jaunes. Hein, ils saccagent, n'est-ce pas, la liberté fondamentale des Français au nom de la crise sanitaire. Personne ne se mêle de leurs affaires. Donc je pense qu'il faut que la réciprocité, comme il a pu le dire, soit établie. Messieurs, permettez-moi de lire un message de nos téléspectateurs ce matin, en espérant également que nous avons le temps, parce que je leur ai dit dès le début de cette émission que, bien sûr, eux aussi ont droit à la parole dans le standard est désormais ouvert, en espérant que nous aurons une bonne connexion, parce que nous savons pertinemment que, comme d'habitude, nous allons dire bonjour à la censure, depuis la nuit des temps d'ailleurs. Bonjour. Pour la campagne de vaccination, Manabouda ne vaccinera que les adeptes du poids. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Qui transforme en tu te vaccines, tu meurs. Tu ne te vaccines pas, tu meurs. Pour le Mali, la France continue sa danse, Bafia. Je pars sans partir. Je pars si tu ne veux plus de moi, sans partir, pour créer un environnement pour ne jamais partir. Paris va partir à Paris. Ils finiront après beaucoup de ridicule par partir. Allez savoir. En tout cas, ça commence à sonner au téléphone. On va prendre d'ailleurs nos téléspectateurs qui ont droit à la parole ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle?
Il appelle. Jusque-là, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas parfaitement. On a de gros problèmes de télécom, de communication. On va prendre nos téléspectateurs au téléphone. Bonjour. Allô, bonjour. On va avoir de sérieux problèmes de communication ce matin après la pluie. Ce n'est pas du tout facile, mais vous pouvez également nous joindre. En tout cas, le message était de Ewouni Cyril qui nous écrivait depuis Douala ce matin. Otep à tout le panel de l'IBS, merci pour le travail incessant que vous abattez tous les jours pour la conscientisation des Africains. Courage à vous, ne baissez pas les bras. Nous sommes dans le combat, l'Afrique ou la mort. Nous vaincrons. Jean-Claude depuis l'Allemagne qui nous a également écrit ce matin. Bonjour le panel, le comportement de la France ne doit pas vous surprendre, c'est un pays de paradoxes, peu importe leur volte-face, nous ne le permettrons pas. Cette fois-ci, nous allons procéder à leur chassement. Goïta Tiembo Ahmed de Benghazi qui nous a écrit. Le CNC est une honte du siècle, vous êtes les Français à la peau noire. Quand on nous pille, c'est normal, nos présidents sont amenés à la Coupe pénale internationale, vous ne réagissez pas, vous suspendez les panafricains qui éveillent les esprits, quelle honte. Un guignol vient nous dire qu'on n'a pas d'histoire pour notre territoire, il tue nos leaders, je ne vous respecte pas. C'est Ahmed qui nous crie toujours depuis Benghazi ce matin. Bonjour à tous mes Jedi, chers frères Ngos, on ne lance que la pierre sur offre 8 murs. Je confirme, tu fais un excellent travail. Au pointu également, toutes les autres chaînes, notamment en France, ont un goût de médiocrité. Vie, force et santé à vous. C'est Romano qui nous écrit depuis Paris ce matin. Au téléphone, ça continue à sonner. Allô, bonjour. Allô, bonjour. On a de gros problèmes ce matin avec la connexion. On espère que ça va s'améliorer. Allô, téléphone, bonjour. Ça va être vraiment très compliqué. Je vais quand même prendre les messages. On parlait bien sûr de Romano qui nous écrivait depuis Paris ce matin. Bonjour Shengo, je voudrais dire un Otep particulier au frère Badakani pour son coup de gueule. L'attitude de nos compatriotes jouissant des postes dans l'administration et les institutions camerounaises est vraiment à fendre le cœur. Leur antinationalisme est sidérant. Cette personne nous a pas laissé son nom ce matin. Allons-y avec toujours les messages. Bonjour la chaîne de production de DBS ce matin et à son présentateur vedette monsieur Steve Ngos. Bien le bonjour à vos brillants invités. Merci pour la thématique de ce jour et les éclaircissements qu'apporteront vos différents panélistes. Concernant le thème de ce matin, je dirais pour ma part que ce rétropédalage de la part de la France est purement stratégique vis-à-vis du nouveau pouvoir malien et de la sous-région du Sahel. La France se trouvera perdante si elle arrêtait définitivement ses opérations conjointes avec les forces armées maliennes pour la simple raison que sa présence sur le territoire malien sera injustifiée et ses intérêts seront en danger. Voilà en substance les quelques raisons de cette marche arrière. Cher monsieur Ngos, votre pseudo-suspension par le CNC, soyez en rassuré que vous avez notre soutien. Si vous êtes sujet à ce genre de suspension, ça veut tout simplement dire que votre combat atteint le pied dans la... Non, votre combat atteint son paroxysme. Vous avez mis le pied dans la fourmilière et croyez-nous, rien ne pourra nous arrêter dans cette lutte de libération, d'éveil, de conscience. Plus Dieu de nos ancêtres, continuez de vous bénir infiniment. Bonne continuation dans votre tâche si lourde. C'est Eric Martial qui nous équipe depuis la capitale du Cameroun, Douala ce matin. Non, Yaoundé ce matin. Hello Steve, I am really disgusted to hear that you are sanctioned for having told the truth about France, saying that you lack respect to this one. However, this French president who had told Mondovision that he is going to put pressure on our president Paul Biya, that it was not a lack of respect. It is terrible. Bon, d'accord. Cette personne n'a pas laissé son nom également ce matin, mais on espère justement qu'elle le pourra. On est toujours au téléphone, ça se bouscule, mais on a de gros problèmes de communication. Au téléphone, bonjour. On va prendre un autre, rapidement. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. De gros problèmes de communication, messieurs. Avec la pluie, on a souvent l'impression que c'est le gros problème. Toujours au téléphone, bonjour.
Non, nous allons continuer à lire les messages. Hein. Je sais que vous vous bousculez pour donner votre avis. Bonjour Steve, si Barkhane revient au Mali et le président militaire accepte ce qu'il ne connaît pas, ce qui fait ce qu'il met en tête, qu'il mette en tête que la France veut se venger. La France avait déjà clarifié que si tous ces présidents militaires ne comprennent pas ce que le président Badakani leur donne comme conseil, qu'ils sachent que le pire est à côté de leur tête. On va beau parler du continent. Président Badakani, je suis avec toi et tu es un père de l'humanité. C'est Adia qui nous écrit depuis Douala. J'ai pas trop bien compris. Il y a des endroits où elle a beaucoup sauté. Mais bon, on la comprend parfaitement. Good morning to all the panelists. Let France, European Union, United Nations and the African partners know we are not afraid of them. If they want war, we will give it to them. We are ready to die fighting for Africa. William from Ghana. Merci à vous également, William, depuis le Ghana, de nous avoir écrit ce matin. Steve, merci pour ce coup de gueule ce matin, vraiment. Il le fallait. Ces gars s'amusent déjà trop avec le 237. À la guerre comme à la guerre. C'est les barreaux du fan club d'IBS matin de l'Ourbessou qui nous a également écrit ce matin. Je commence par le bas. Bonjour, chers combattants de libération du continent africain. Dieu vous aime tellement. À travers vous, le Cameroun fait trembler toutes les classes politiques américaines et surtout européenne. Pour nous les vrais Africains, vous êtes toute notre joie et notre seul espoir. Je voudrais particulièrement dire un sincère merci à la mère et le père du président Badakani, car sans leur union, oui, on n'aurait pas eu le président. Le président a beaucoup fait en défendant toute l'Afrique. Longue vie à toi, président, pour que l'Afrique retrouve véritablement sa dignité. Un chapeau à vous tous, Jean, qui nous écrit depuis le Togo ce matin. Allons-y maintenant un peu plus haut avec les messages qui arrivent et surtout les coups de fil, mais malheureusement on ne pourra pas les prendre. Bonjour le panel, bonjour monsieur Ngos. La suspension de notre très cher Ngos ne vient surtout pas de la nouvelle équipe du CNC. Ce n'est pas la main de Peter, c'est la main de Peter Isoka. Où est le CNC lors que mon patriarche président était attaqué à Lyon lors d'une visite d'État? Où est le CNC quand la presse française raconte des ignominies sur mon président? C'est Ndjok qui nous écrit depuis Yassa ce matin. Toujours les messages. Merci d'IBS de nous éclairer aussi bien chaque matin. Monseigneur Dormor, qu'on ne peut pas emmener, disait qu'on ne peut pas mener les hommes au ciel comme si la terre n'existait pas. On ne peut pas gagner une guerre si le commandant en chef est un espion. Faisons d'abord le nettoyage dans nos propres rangs. Dénonçons les nôtres qui nous tirent par le bas en commençant par le chef au lieu de les encenser alors que vous suivez mon regard. C'est désolé, hein, désolé, je signe Sopfrika Pedio qui nous a également écrit ce matin. Je ne comprends rien. Non. Bonjour ou bonsoir d'IBS, c'est Latifi Moula depuis Sokodé au Togo, content de vous savoir tous bien portants. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Afrique et le Cameroun, le pays des Lumières. Président Badakani, vous avez raison et aussi le président turc Macron est un débile mental. Non, c'est dur quand même. La France ne se sentira plus jamais à l'aise dans notre continent. Il faut intensifier la lutte panafricaniste. Il faut les frapper plus fort sur plusieurs fronts. Merci, je vous adore. Merci à vous également Latifi Moula depuis Sokodé au Togo ce matin. J'ai sauté un message, je le prends. Bonjour le plateau, vous êtes les modèles. Je me demande qu'est-ce que les Africains veulent, franchement. Et c'est ceux qui se disent diplômés qui causent les problèmes au peuple. Ceux qui devraient protéger le continent. Prendre avec ta main et on te donne qu'est-ce qui est plus bon. Le continent est riche. Mettons-nous ensemble et développons-le. Et ça devient problème. Ça fait mal. C'est Esso qui nous écrit depuis le Togo ce matin. Toujours des messages. Bonjour DBS, bonjour à vos panélistes, merci au président Badakani. Nous sommes tous en colère contre cette décision. Nous ne voulons pas de la présence française en Afrique. Nous en avons ras-le-bal. France, dégage. Pauline de Mamoudzou, précisément Mayotte, qui nous a écrit également ce matin. Bonjour Steve et à tes invités. Je souffre de ne plus vous suivre sur mon téléviseur depuis des semaines, obligé de me rebattre sur les réseaux quand ça leur plaît. Soutien total à DBS TV, les jaloux vont mourir. C'est Ngoku Kwe qui nous a également écrit ce matin. C'est une dame, c'est une fidèle téléspectatrice. Je salue le plateau, je salue Steven. Le problème de l'Afrique, c'est le Togo, parce que le général Yadema a vendu le Togo à la France depuis le coup d'état de Sylvanus Olympio. Vendre les phosphates de Tablikbo, le calcaire pour fabriquer les armes, des bonbons, traverse au Ghana, le Mali, le Burkina Faso, part en Afrique, partout pour la France. François Félix qui nous écrit depuis le Ghana. La grande base militaire française en Afrique, c'est au Togo. Il y a le camp de Yadema à Kara, sans oublier le camp Lamdja Dadi
Dogomé. François Félix depuis le Ghana à Accra qui nous a écrit également ce matin. Bonjour Steve, je ne suis pas d'accord avec le président Banakani sur son analyse à propos du fils de Déby. Quand la France avait assassiné Déby, l'officier français avait appelé Macron et c'est Jupiter qui lui demande que le fils de Déby soit président. Cette personne n'a pas laissé son nom ce matin. Bonjour Steve et à tous les brillants intervenants. Le cas du Mali est une démonstration de la criminocratie internationale. Je rappelle que même les États-Unis d'Amérique veulent se maintenir militairement en Afghanistan. Or, le président Trump avait négocié le départ des troupes. C'est la même chose que la France veut faire, se maintenir en Afrique et au Mali en particulier. Dans le rapport au temps 2030, il est dit noir et blanc que l'Alliance doit se repositionner au sud pour empêcher la menace chinoise et russe pour sa survie dans les prochaines années. Nous sommes donc face à une guerre qui a déjà commencé. Et je pose une question au président Badakani, l'avant-gardiste, pourquoi les pays du G5 Sahel mènent le combat sans l'Algérie et l'Égypte qui ont aussi le Sahel comme frontière? Pourquoi ils ne sont pas invités sur la table avec la France? Vive la terre du char des dieux, vive le monde des humains. Notez bien le sujet sur les Guidestones. Steve, il faudra le faire. Merci beaucoup. C'est Pat Nanken qui nous écrit depuis la France ce matin. On va continuer d'ailleurs à lire les messages. Pendant ce temps, le téléphone sonne. Bonjour, chers panélistes, messieurs, les véritables promoteurs d'une Afrique libre de tout assujettissement vis-à-vis de cette France manipulatrice, malsaine, que les panafricanistes s'organisent partout en Afrique pour faire chasser cette France, là, afin d'amorcer le véritable décollage de ce dernier. La jeunesse panafricaine vous soutient, vous apporte tout pour une conscientisation de la prise d'engagement, pour faire les décisions iniques et sanguinaires de cette dernière. Bravo à vous et que l'âme des ancêtres africains veille sur vous, car l'ennemi commun est de taille et est propagé auprès de nous. Ernest depuis Tabiglo au Togo, faire échec à cette dernière, c'est ce qu'il voulait dire. D'ailleurs, il a rectifié. Allons-y avec un autre message rapidement. Les messages, il y en a tellement. Bonjour le panel. Nous avons appris que le président de la transition malienne a fait appel à l'armée russe. Alors dites-nous, ils sont où pour contrer la France? Nous pose d'ailleurs comme question cette personne qui nous a écrit. Bonjour docteur Bandakani, bonjour docteur Troisa, bonjour docteur Ngos, bonjour à toute l'équipe de production de DBS La Matinale. Vous êtes tous des docteurs parce que vous êtes au service du peuple. Steve, l'impérialisme ne cède jamais tant qu'il n'est pas contraint. L'embargo, la censure, les menaces de mort sont des bruits infernaux de la prédation française en Afrique qui est mise à rude épreuve par le travail abattu par DBS et d'autres chaînes camerounaises. Mais que le monde entier sache que désormais, vous n'êtes plus uniquement camerounais, vous êtes interplanétaire. Égard à ceux qui vont toucher à un seul de vos cheveux, nous mettrons aussi en place des mécanismes pour que vous soyez forts, parce que c'est à cause de nous que vous ne dormez pas. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Steve, je plaide pour que la direction vous accorde un peu plus de temps pour vous permettre de lire tous vos messages, tous nos messages, parce que c'est frustrant quand nos messages ne sont pas lus. Souvent, merci pour la compréhension. Je voudrais avoir le contact du président Badakani. Le mien, c'est le 233 54 75 03. Oui, c'est ça. Et 883. C'est quelqu'un qui nous écrit depuis le Ghana. Il s'appelle Bouérouin. Depuis le Ghana ce matin. J'espère avoir très bien pris ce numéro de téléphone. Allons-y toujours avec les messages. On va voir si c'est prêt dans un instant, messieurs. Bonjour la planète DBS, le président Banakani. Soit il ne connaît pas la réalité de mon pays, le Tchad, mais je tiens à l'informer que Déby était le président des francs-maçons du Tchad. Merci beaucoup pour cette information également que tout le monde connaît. Bonjour DBS matin. Le CNC est en train de remplir d'éloges la France qui est un État insulte. La France insulte les Africains depuis 300 ans. Dioté Bonken ne voit pas. Dioté Bonken vient d'insulter le Cameroun et je l'ai à l'œil aussi. Stéphane depuis Manga Pongo qui nous a écrit ce matin. Bonjour les confrères, beaucoup de courage, je vous apprécie énormément, vous venez balayer votre maison et c'est déjà fait. Dites à votre, que je ne sais pas son nom, que votre lutte commence au Cameroun et déborde sur l'Afrique. Laissez ce fanfaron de Jean. Lui, il peut aller en France, respect et respecter son Macron à lui. C'est Esso depuis l'Obé qui nous écrit ce matin. Je ne sais pas ce qu'on appelle Jean, mais bon. Faudrait méditer les gars. Ah bon. C'est le président du CNC qui va appeler comme ça. Ah d'accord. C'est quand même dur.
Et le président va le chercher pour le sanctionner. Bonjour Monsieur Jocelyn Ngos, très content de vous voir une fois de plus. Bonjour mon président Badakani, à le pot de Fanga et au Troisa. Vous savez mon cher Jocelyn Ngos, nous sommes derrière vous. Continuez le combat, le peuple vous soutient, ne craignez aucune terreur car vous êtes dans la lumière, vous faites trembler le monde des ténèbres. Car la parole de vos lèvres et cette parole vient de l'Éternel des armées, car le Dieu suprême est notre bouclier. S'il veut Monsieur Ngos, est-ce que l'apôtre Fanga peut nous lire avec votre permission Proverbe 12 versets 21 à 22? Merci, c'est John Doe depuis Yaoundé. En passant, Monsieur Ngos, j'aimerais avoir le contact de mon président Badakani. Mon numéro c'est le 696 99 21 23. D'accord, il veut avoir votre numéro de téléphone et être votre élève. Merci, soyez bénis. Soyez bénis à vous également. Bon. J'espère que vous avez déjà trouvé le passage. Proverbe. Non, vous voulez me faire rentrer en arrière finalement. Oui. Eh ben, rentrer en arrière, ça va être compliqué. Proverbe 12, verset 21 à 22. Voilà. Même si je ne vous permets pas. Bonjour, dis bien, je suis votre émission depuis la Côte d'Ivoire. J'ai appris beaucoup de choses grâce à vos différentes thématiques. Que le Seigneur vous récompense pour ce que vous faites. C'est Dantienne Eric depuis Abidjan en Côte d'Ivoire qui nous écrit ce matin. Bonjour mes frères panafricanistes, bonjour Monsieur Fanga, Monsieur Bandakani, Macron, pour ne pas le dire. La merde du diable, ne pas faire quitter l'Afrique, ne préfère pas quitter l'Afrique. La France affamée, les Français SDF, lèche-cul, escroc. J'appelle tout le peuple malien de descendre dans la rue pour mettre ces affamés hors du Mali. L'Union africaine a pu faire quoi quand Sarkozy, avec ses hauts talons, envahissait la Libye? Macron a demandé aux présidents africains de clarifier leur position et le peuple a répondu, soldats français, pour ne pas dire terroristes français, quitter l'Afrique, ne pas faire de débat, c'est faire justement un gros problème. Enfin, ne pas faire de débat, c'est un péché. Après, c'est ce qu'il voulait dire. Ouais. C'est ce qu'il nous fait comprendre. Je demande que les soldats soient fouillés, y compris leurs colis qui passent par Bolloré au port autonome du Togo. Je suis en colère ce matin. L'Union africaine, la CEDEAO, est en train de livrer encore un panafricaniste. Je veux parler du CNC, président. Et surtout, faites tout ce qui est de votre pouvoir pour faire descendre tout le monde dans la rue. C'est Belé qui nous écrit depuis le Togo. Les messages, il y en a tellement, messieurs, je ne pourrais pas les lire tous. Hein. Vous avez bien dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on nous donne encore le temps. Bon, d'accord, il y a encore 5 minutes. Bonjour, s'il vous plaît. Dans un débat de grande importance comme ça, pardon, faut rire parce que nous ne blaguons pas. Nous sommes très sérieux sur cette histoire. Merci beaucoup. C'est signé John depuis Lomé au Togo. Il faut toujours rire, les amis. Ça fait du bien de toujours sourire. Bonjour Steve et à son panel, le monde entier vous soutient par rapport aux âneries du CNC, une institution bidon qui a été acclamée par certains responsables de presse au Cameroun lors de sa mise en place. J'ai suivi la passation de service depuis le Bénin parce qu'aujourd'hui, les panafricanistes nous amènent à s'informer des nouvelles de tous les pays africains et en particulier celui du Cameroun. Donc courage à tous Steve. Permets-moi de dire à Abeka, André Bandakani et à Fanga qu'ils sont déjà musulmans pour avoir défendu Mahomet à Mondovision, même s'ils ne sont pas pratiquants pour le moment. Donc on vous encourage d'ailleurs. C'est Malik Sabam qui nous écrit depuis le Bénin ce matin. Messieurs, nous sortons de cette édition de DBS ce matin. Président Bandakani, vous avez suivi d'ailleurs une question qu'on vous a posée. Vous pourrez la répondre rapidement. Non. Ça, bon, dès que on se trompe d'analyse, hein, et que c'est M. Macron qui a imposé le président du CMT, qu'il apporte les preuves. Quand on dit un truc, on demande, on apporte les preuves. Comme il apporte les preuves, bon, moi je pose une question alors. Oui. Je fais un raisonnement par l'absurde. Hein. Qui avait amené Déby au pouvoir? C'est une belle interrogation, ça. C'est la France. Déby est venu au pouvoir, le maréchal Déby est venu au pouvoir sur les champs français. Sur les champs français. Qui l'a tué? Les Français. Mais alors, donc, il ne faut pas qu'on soit léger dans l'analyse. Les dynamiques politiques, les géopolitiques ne s'analysent pas avec un manichéisme épidémique. Les choses sont plus complexes. Quand on dit que la France aime bien ça. La France a fait croire pendant les années que l'on jette le Tchad, alors qu'elle vole, elle pille le Tchad. Et les gens ont dit que non, le président Déby, vraiment, les Français, c'était l'homme des Français. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alors, quand on dit que le président Déby était le président de franc-maçon du Tchad, les appartenances ésotériques, religieuses des gens, moi, je n'y attaque pas. C'était un Tchadien. Le président Déby était un Tchadien. Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas... Vous voyez, on ne peut pas entrer dans ce genre de débat. Pour comprendre. Alors,
Monsieur Ngoz, vous savez, ceux qui nous ont... Quand la guerre froide finit, on nous dit que le danger du monde, c'est le terrorisme. Vous vous souvenez, 3 ans? Oui. On nous a dit que le danger du monde, c'était le terrorisme. Et que c'était même plus dangereux que la guerre froide. Et que vraiment, il fallait tout faire pour en finir avec le terrorisme. Alors, qui avait créé le terrorisme? On se rend compte aujourd'hui, mais qui avait créé le terrorisme? C'est eux-mêmes qui ont créé le terrorisme. Les Américains, les Occidentaux ont créé le terrorisme justement pour faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit que l'humanité est menacée par le coronavirus. Dans quelques mois, quelques années, on saura. Les mêmes gens qui crient, ce sont eux qui ont encore inventé pour justifier. Non, pour dire quoi? Tout à l'heure, Franck a dit une chose. Tout ce que vous voyez là. Plus que 2 minutes, messieurs, pour sortir de cette édition. Je chute. On a même posé la question sur l'Égypte et l'Algérie. Bon, je laisse ça. On y reviendra. Puisqu'il n'y a plus de temps. Franck, tout à l'heure, Paul Franck a posé le problème de ce que la France est devenue la base arrière de la déstabilisation du Cameroun. C'est très important. Pourquoi? Je vais ajouter quelque chose. Tout ça, c'est quoi? On est en train, depuis, la France demande au président Biya de liquider le panafricanisme. Il ne cède pas. Donc la réponse de Paris, c'est d'installer à Paris les Calabras, Calabro, tous ces gens-là, Calabri, Calabra, tous ces gens-là, c'est-à-dire une bande de voyous, pour lui dire que bon, ok, comme tu ne veux pas liquider le panafricanisme, ok, à la guerre comme à la guerre. Tout à l'autre jour, on a sorti la liste de tous ces Camerounais qui à Paris émargeaient au budget de l'État. Vous n'avez pas vu ça? Oui. Ils prétendaient être des fonctionnaires, ils gagnaient de l'argent. Alors, il est démontré aujourd'hui que la plupart des gens qui marchent à Paris, qui ont fait la manifestation, c'est les gens, pour la plupart, qui émargeaient. C'est-à-dire des gens qui touchaient l'argent comme fonctionnaires de l'État du Cameroun, alors qu'ils travaillaient plus de temps à Paris. Vous comprenez ça? Voilà comment un pays souffre. Voilà comment un pays a des problèmes. Vous comprenez? Donc, vraiment, nous ne faisons pas d'amalgame. Hein. Le CNC, c'est le CNC. Le CNC, ce n'est pas l'État du Cameroun. C'est une petite institution, n'est-ce pas, un démembrement de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun est au-delà du CNC. Donc, le réseau qui est derrière M. Kalaboubse, nous on connaît ce réseau-là. Ce n'est pas aujourd'hui que ce réseau-là attaque le panafricanisme. Mais nous disons qu'on verra. Merci à vous, président Malakani, d'avoir été là ce matin. Oui, merci à vous également, André Kissel Fanga, d'avoir été là ce matin. Je ne dirais pas de deux choses. À bas la France. Vous avez retrouvé le passage biblique? C'est là, mais je ne le lis pas. Ah, d'accord. Donc vous avez dit que je ne dois pas le lire. Non, je ne le lis pas. Non, pour dire simplement que nous avons... Il sera sanctionné par le CNC. Les 3 F sont en marche et il faut que nous abattons ces 3 F-là. France, franc-maçonnerie, franc-CFA. Merci à vous. Alors, Anatola, ici, merci à vous également d'avoir été là ce matin. Écoutez, 2 choses rapidement. La première, c'est qu'il faut sortir de la dialectique dominant-dominé. Deuxième chose, c'est celui qui signe un document qui emporte d'entières responsabilités. Même si Peter Essoka a élaboré ce processus, c'est M. George Kalaboubse qui est venu mettre son visa. C'est important. Donc, il est responsable. De son magistère. Merci, messieurs, d'avoir été là ce matin. Après la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui avait renoncé à imposer des sanctions au Mali et à ses autorités, c'est maintenant le tour de la France de revoir ses positions vis-à-vis du Mali. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.